Chères toutes et tous, bonsoir. C'est un grand honneur pour l'Université de Genève d'accueillir aujourd'hui le professeur Alain Aspect, lauréat du prix Nobel de physique en 2022, à l'occasion de la remise aujourd'hui de notre plus haute distinction académique, le docteur honoris causa. Mon collègue, le professeur Giamarchi, et le professeur Aspect lui-même vous parleront bien mieux que moi de ces travaux, car en toute humilité, qu'il s'agisse d'intrication quantique ou de dualité onde-particules, ces concepts fascinants demeurent pour moi largement mystérieux. Ce qui, en revanche, n'a rien de mystérieux, c'est que la physique quantique, sans que nous en ayons toujours conscience, est partout. Nos GPS, nos ordinateurs et télécommunications reposent sur ces principes. Cela illustre pour moi deux points essentiels. D'abord, il existe des liens constants entre la recherche, que l'on dit fondamentale, et la recherche que l'on dit appliquée. La recherche fondamentale nourrit l'innovation technologique, et ces innovations, ces technologies, à leur tour, ouvrent de nouvelles voies à la science. Il ne faut pas oublier l'éducation, la formation, qui est au cœur de cette boucle féconde. Nos élèves, depuis le primaire jusqu'à l'université, sont les futures chercheuses, les futurs chercheurs et peut-être des prix Nobel demain. Le deuxième point, c'est qu'il est possible, finalement, et même courant, d'utiliser les fruits de la science sans vraiment les comprendre, ni même en avoir conscience. Dans son roman « Fondation », Isaac Asimov imagine une civilisation où les centrales nucléaires sont entretenues par une prêtrise, un clergé, qui exécutent des rituels en appuyant sur des boutons sans rien comprendre à la physique sous-jacente. Ces prêtres, par leur dévotion, leur précision, peuvent faire fonctionner les centrales, mais ils sont incapables de les réparer ou d'en concevoir de nouvelles. Asimov nous met en garde. Une civilisation qui se contente d'utiliser sans comprendre devient fragile. La véritable durabilité, en ce sens, c'est de renouveler la culture scientifique, de former des générations capables de comprendre, d'innover et de questionner. Et c'est là tout le rôle des universités, maintenir vivante cette chaîne du savoir, transmettre la curiosité, la rigueur et l'esprit critique, et cela dans toutes les dimensions de la connaissance. Et ce n'est pas un luxe. Toutes les études montrent que chaque franc investi dans la formation et la recherche en rapporte 8. Sous forme d'innovation, d'emploi, de santé et de qualité de vie, tout simplement. Mais au-delà de ces chiffres, l'université a aussi besoin du soutien et de la confiance du public, et votre présence ce soir en est un témoignage. Nous vous en remercions sincèrement. C'est donc un immense privilège de vous recevoir, cher Alain Aspect. Au-delà du scientifique, vous incarnez l'esprit de curiosité, de persévérance et d'ouverture qui fait avancer la recherche et qui nourrit l'innovation, un esprit que nous aussi, à l'université, nous nous employons avec toutes nos forces à transmettre à nos étudiantes, nos étudiants et à la société tout entière. Je vous remercie, très belle soirée à toutes et tous. Je passe la parole à Thierry. Je passe la parole à Thierry Giamarchi. Alors, merci Monsieur le Vice-Recteur et bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est évidemment un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'Université de Genève le professeur Alain Aspect pour cette conférence exceptionnelle. Avant toute chose, je voudrais remercier la section de physique et le Geneva Quantum Center qui ont rendu possible cet événement. Et je voulais donner aussi un grand merci au service de communication du rectorat, Fanen Sisban, Constance Moller, Tess Figols, ainsi qu'à ceux de la section de physique, Adriana Bonito-Alman, Natacha Triscon, Olivier Gomer et Xavier Ravinet, et ainsi qu'à tous les services audiovisuels de l'université qui ont permis la présentation synchronisée dans 3 salles différentes, et je les remercie pour leur aide précieuse et pour leur enthousiasme. Voilà, j'ai fait l'essentiel du travail pour lequel je devais être là, c'est-à-dire que, au-delà de ces remerciements, mon travail de présentateur est très facile parce que Alain n'a absolument pas besoin d'introduction en tant que physicien. Il est mondialement connu. Alors,
non pas pour l'invention du rapport d'Aspect, comme certaines personnes dans l'audience peuvent le penser, mais en fait pour ses expériences historiques sur la non-localité de la mécanique quantique, qui ont permis, entre autres, de clore le débat, et il va nous en dire beaucoup plus, évidemment, pendant son séminaire, lancé par Einstein, Podolsky et Rosen, qui était un débat purement fondamental sur la nature de la réalité quantique. Et ces travaux ont en fait ouvert la voie à ce qu'on a appelé la deuxième révolution quantique, celle des technologies quantiques, le calcul, la communication, la détection. Alors, je tiens à ajouter qu'en plus de ce travail, pour lequel il est évidemment mondialement connu, il est bien sûr l'auteur de nombreux autres travaux en physique qui sont peut-être moins connus du grand public, mais qui sont tout aussi importants dans son domaine de recherche. Et un travail cher à mon cœur, c'est les effets de désordre sur des particules quantiques, notamment ce qu'on appelle la localisation d'Anderson. Alors, ça serait beaucoup trop long de faire la liste de tous les prix qu'Alain a obtenus. Le doctorat honoris causa de l'Université de Genève a déjà été mentionné, donc je ne le répéterai pas, mais je tiens à en mentionner deux. Le prix Balzan, qu'il a reçu en 2014 au Palais fédéral à Berne, qui est un prix suisse-italien. Il a reçu des mains du conseiller fédéral Alain Berset, qui à l'époque était le président de la Confédération, et bien sûr le prix Nobel de physique en 2022 qu'il a partagé avec John Clauser et Anton Zeilinger pour les travaux dont il va nous parler. Donc les liens entre Alain Aspect et la section de physique de Genève sont anciens et nombreux. Il avait déjà honoré l'université en tant qu'orateur du colloque Wright 2010, qui s'appelait Révolution quantique, et dont les vidéos sont sur le site Média Server de l'Université de Genève. Donc si vous voulez revoir ces vieilles, entre guillemets, vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site Média Server. Du point de vue scientifique, comme cela a déjà été mentionné ce matin lors de la remise du doctorat honoris causa, il a des relations de longue date et des échanges scientifiques et amicaux avec notamment Nicolas Gisin, qui est ici, et Jean-Pierre Wolf, qui sont deux piliers de l'optique, alors quantique et peut-être plus classique dans notre section. Alors de mon côté, si je peux me permettre de faire un petit détour personnel, j'ai eu la chance de voir Alain quand je venais juste d'arriver à Paris comme jeune étudiant à l'école normale, et il avait fait un séminaire sur la violation des inégalités de Bell en 82. Alors ça n'avait pas suffi à m'attirer vers ce domaine-là. J'étais parti dans un autre domaine qu'on appelle la matière condensée, mais un petit peu plus tard, ce domaine s'est rejoint avec l'optique quantique. Et autour de 2002, on a vraiment commencé à interagir. Et je dois dire que Alain a vraiment contribué à éduquer le jeune, entre guillemets, peut-être plus si jeune que ça, chercheur que j'étais, mais en tout cas certainement jeune dans ce domaine de recherche qui était très nouveau pour moi. Et évidemment d'avoir Alain qui répond à vos questions, à qui vous pouvez poser des questions, ça donne un avantage, on va dire. Donc, merci Alain pour toutes ces discussions passionnantes, et pas seulement sur la physique. Alors, il faut dire qu'Alain, en plus d'être un chercheur exceptionnel, est également un enseignant hors pair. C'est quelqu'un qui a un talent vraiment inégalé pour expliquer les choses, mettre le doigt sur le vrai problème, vous posez la bonne ou la mauvaise question, suivant comment vous voulez voir les choses, et quelque chose qui me touche profondément, c'est quelqu'un qui a un engagement sans faille pour la science et qui a toujours à cœur de diffuser et de faire partager à toutes et à tous son enthousiasme pour la science. Voilà, que dire de plus? C'est également un œnologue passionné. Ben oui, sans parler de son amour pour les truffes, qu'on ne mentionnera pas ici. Et c'est également un excellent prestidigitateur. Alors, je vous laisse lui poser des questions là-dessus. Donc, Alain, c'est une grande joie, un grand honneur de te recevoir aujourd'hui à Genève pour que tu partages avec nous ta vision de cette révolution quantique que tu as démarrée et qui continue de transformer notre monde. Et je pense que j'ai cassé ta lame, mais elle est là. Non, elle n'est pas cassée. Donc, voilà. Tu sais, c'est l'effet Paoli. Il suffit de mettre un théoricien à côté d'une expérience, et plus le théoricien est doué, plus l'expérience est détruite. Donc, vous voyez, c'est moyen de mon côté. Alain, the floor is yours, comme on dit. Que dire?
que Thierry a été mon professeur quand effectivement nos deux domaines se sont rejoints. Peut-être que je lui ai appris des choses en optique quantique et en atome froid, mais c'est lui qui m'a initié à cette discipline si difficile qu'est la matière condensée. Et pour ceux d'entre vous qui auraient essayé de s'initier comme ça un petit peu à brûle-pourpoint à la matière condensée, arriver à trouver quelqu'un aussi clair que Thierry, ça a été une grande chance. Et puis par ailleurs, il est mon professeur pour un deuxième sujet qu'il a mentionné à la fin. C'est mon mentor en prestidigitation. Voilà. Donc je le remercie beaucoup. Alors je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir de façon à pouvoir être d'attaque pour les questions à la fin. Je sais par expérience que si je donne ma conférence assis, je suis bien plus en forme pour répondre aux questions. Et comme les questions sont souvent difficiles, il faut faire attention. Allons-y. Alors, on va voir si la technique suit. Tac. Voilà, c'est parfait. Voilà, tout va bien. Donc, cette conférence, soyons clairs, c'est une conférence grand public. Et donc, que les collègues chercheurs, il y en a certains qui sont dans la salle, ne m'en veuillent pas, si ce sont des concepts qu'ils trouvent un petit peu élémentaires. J'ai 2 livres grand public, un petit livre ici qui a été publié il y a longtemps, qui s'appelle « Einstein et les révolutions quantiques », et puis un livre un peu plus gros qui a été publié cette année chez Odile Jacob, qui s'appelle « Si Einstein avait su », et si mes informations sont correctes, il devrait être en vente à la sortie tout à l'heure. Et si vous voulez une petite signature, vous y aurez droit. Alors je commence, puisqu'on parle de grand public, mais les autres peuvent en profiter aussi, je commence par quelques références. Si vous ne connaissez pas la série Science étonnante, je vous en prie, faites connaissance avec Science étonnante. David Loapre est quelqu'un qui est hyper doué pour la vulgarisation, que ce soit en physique, ce qui est sa discipline, il a fait une thèse de physique théorique sur la théorie quantique à boucle, c'est pas rien, mais il fait aussi d'excellentes vidéos pédagogiques dans le domaine des maths. Si vous voulez savoir pourquoi 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. vaut moins 1/12e, c'est de très loin la meilleure explication que je connaisse de cette propriété, qui est quand même un peu surprenante, il faut le dire. Et si vous voulez comprendre CRISPR-Cas9, les ciseaux moléculaires, eh bien, je vous recommande aussi la vidéo de David Loapre. Donc, il se trouve que ce qu'il a fait sur les inégalités de Bell est absolument parfait. Je n'ai pas trempé dedans. Simplement, il est venu m'interviewer et il a rajouté des bouts d'interview. Mais toute la structure est due à lui et à lui seul, et c'est remarquable. Et puis, il a mis en bonus l'interview qu'il est venu faire chez moi au mois d'août à Oléron, dont vous me verrez en short, etc., en train de répondre à ces questions. Il y a une deuxième série alors sur les inégalités de Bell et les photons jumeaux qui a été fait par un ancien thésard à moi, et vous cherchez sur YouTube la série Photons jumeaux, il y a 4 épisodes de 15 minutes chacun, c'est de très bonne qualité, ça aussi. Allez, attaquons. Dans la physique quantique, j'aimerais que vous vous souveniez d'un point, certes elle est étrange, mais elle n'est pas irrationnelle. Qu'est-ce que c'est la physique quantique? C'est un formalisme mathématique qui permet de décrire parfaitement des faits observés qui sont incompréhensibles en physique classique. Par exemple, j'y reviendrai, la stabilité de la matière, la liaison chimique. On ne peut pas comprendre sans physique quantique. L'interaction entre la lumière et la matière, et alors des choses un peu exotiques comme la supraconductivité ou la superfluidité. Au-delà de comprendre ce qu'on a déjà observé, et ça me ramène à ce que j'ai expliqué ce matin lors de la remise du doctorat, une bonne théorie, c'est une théorie qui permet de prévoir de nouveaux phénomènes qu'on n'a pas encore observés au laboratoire. Et on va les regarder au laboratoire et on va les observer. Ça, c'est le test que c'est une théorie intéressante. Et dans le cas de la physique quantique, c'est magnifique. Vous en verrez 2 exemples avec des expériences que nous avons faites. On est allé voir au laboratoire des choses qui n'avaient jamais été vues et qui ont été vues, et la physique quantique marche. L'intrication en particulier. Et enfin, ce formalisme mathématique permet d'inventer de nouveaux dispositifs, en l'occurrence transistors, lasers, circuits intégrés, qui sont à la base de la société de l'information et de la communication. Donc tout ça est absolument clair et merveilleux, mais il y a une difficulté, c'est que nous n'avons pas d'image simple
pour représenter ce formalisme dans l'espace dans lequel nous vivons, dans notre espace habituel, l'espace à 3 dimensions dans lequel on vit. On n'a pas d'image simple pour le représenter, et c'est ça qui rend la physique quantique étrange. Alors, juste en passant, un petit avertissement. Vous trouverez parfois des choses qui ont l'air, c'est un peu caché, mais des raisonnements du genre, la mécanique quantique est étrange, la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est étrange, donc la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est un phénomène quantique. Alors, vous avez détecté tout seul qu'il y avait 2 problèmes. Le premier, c'est que personne n'a encore observé la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit. Et la deuxième, c'est que même si on l'avait observé, ça ne nous dirait pas pour autant que c'est de la physique quantique. Vous lisez parfois des choses dans les journaux qui font frémir. Donc, apprenez à reconnaître ce genre de choses sous des formes un peu plus cachées. Alors, parlons de 2 révolutions quantiques qui sont basées sur 2 concepts. Le premier concept, c'est la dualité onde-particule, qui est énoncée par Einstein pour la lumière, qui commence en 1905 et s'est énoncé clairement en 1909. Et puis, 14 ans plus tard, Louis de Broglie pour la matière, d'ailleurs clairement inspiré par la dualité onde-particule pour la lumière d'Einstein, Louis de Broglie énonce la dualité onde-particule pour la matière. Je vais y revenir un tout petit peu dans le prochain transparent. Deuxième révolution quantique, elle est basée sur un autre concept qui est l'intrication quantique, avec le fameux papier, le fameux article d'Einstein, Podolsky et Rosen en 1935, Schrödinger qui ajoute son grain de sel pour dire « Ah ben ça, alors l'intrication, c'est vraiment quelque chose d'incroyable ». Et d'ailleurs, dans l'article que je vais vous écrire maintenant, je ne vais absolument pas arriver à clarifier la question, je vais même vous montrer que c'est encore pire que ce que Einstein, Podolsky et Rosen ont dit. Et il va falloir attendre 30 ans avec John Stuart Bell, qui travaillait au CERN, ici, à Genève, pour faire encore un pas là-dedans, mais ça, je vous le raconterai plus en détail tout à l'heure. On va donc commencer par la première révolution quantique et la quantification. Alors le grand public se demande d'où vient ce mot, qu'est-ce que ça veut dire quantique, que veut dire quantification? Eh bien ça veut dire que certaines quantités qui, dans le monde classique, peuvent prendre n'importe quelle valeur, en fait, dans le monde microscopique, qui est celui qui va être décrit par la physique quantique, dans ce monde microscopique, elles ne peuvent prendre que des valeurs particulières, qu'on appelle discrètes. C'est les mathématiciens qui nous disent que quand on n'a qu'un nombre fini de valeurs, c'est discret. Voilà. Et on va dire que ces quantités sont quantifiées. Alors, par exemple, la lumière, on sait au début du XXe siècle, après les travaux de Thomas Young, d'Augustin Fresnel et de Maxwell, on sait que la lumière, c'est une onde. Une onde, c'est continu, ça remplit tout l'espace. Eh bien, Einstein, en 1905, nous dit il y a des cas où il faut considérer la lumière comme formée de grains d'énergie, des particules qu'on va appeler quelques années plus tard des photons. Alors, Planck a commencé, mais c'est vraiment Einstein qui a bien compris ça. Alors, Einstein, évidemment, n'est pas un idiot, ça, c'est pas un scoop. Et donc, il a beau nous dire que la lumière est formée de grains, il connaît les travaux de Fresnel, de Young et de Maxwell, et il sait que quand même, on ne peut pas jeter comme ça par-dessus bord le fait que la lumière est une onde. Et il énonce clairement, pour la première fois à Salzbourg, dans une conférence de la Société allemande de physique, entre parenthèses, Salzbourg, Société allemande de physique, bon, je ne ferai pas de commentaire, en 1909, il énonce très clairement l'idée qu'on est obligé d'accepter l'idée que c'est à la fois une onde et une particule. J'y reviendrai un tout petit peu dans un moment. Cette quantification, elle s'applique aussi à la matière. Certaines quantités qui sont continues dans le monde classique ne peuvent prendre qu'un certain nombre de valeurs précises. Et le plus bel exemple de ça, c'est l'atome de Rutherford. On sait à partir de 1908, après une expérience célèbre et géniale de Rutherford, que l'atome est formé d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement. Et comme la loi d'attraction entre le noyau positif et les électrons négatifs est une loi qui varie comme l'inverse du carré de la distance,
l'analogie avec la gravitation est évidente. Et donc, on se dit, ben voilà, c'est comme un système solaire avec des planètes qui tournent autour du Soleil ou comme les satellites artificiels qui tournent autour de la Terre. Et l'analogie est tout à fait intéressante, sauf que, suite aux travaux de Bohr, qui veut interpréter les couleurs de la lumière émise par l'hydrogène, on est amené à admettre que seules certaines orbites sont permises. Quand vous avez des satellites, ils peuvent être à n'importe quelle altitude. Et là, seules certaines trajectoires sont permises. Nouvel exemple de quantification. Au lieu d'avoir des valeurs, toutes les valeurs permises, on n'en a que certaines. Et pour comprendre ça, eh bien, il va falloir utiliser l'idée de Louis de Broglie, qui est que les électrons qui sont là-dessus, certes, c'est des particules, mais dans certaines circonstances, il faut aussi les considérer comme des ondes. Donc, vous voyez, la lumière, c'est une onde, c'est aussi des particules. L'électron, c'est une particule, c'est aussi une onde. Et comment ça nous sélectionne les trajectoires? Tout simplement, entre guillemets, par le fait que si vous avez une onde, et si vous voulez une situation stable, il faut que l'onde retombe sur elle-même au bout d'un tour. Il faut donc que la longueur de la trajectoire soit un nombre entier de périodes, un nombre entier de longueurs d'onde. Et cette simple condition suffit à sélectionner les orbites. Donc vous voyez comment la dualité onde-particule nous permet ici de comprendre la quantification. Alors voilà les héros de cette histoire. J'aime beaucoup cette photo. Ces deux photos, vous avez Louis de Broglie qui a dit il y a une onde et la longueur d'onde de l'onde est liée à la quantité de mouvement, c'est-à-dire essentiellement la vitesse multipliée par la masse de la particule avec une constante dite constante de Planck. Donc Louis de Broglie dit il y a une onde, et à partir du moment où il y a une onde, un physicien normalement constitué se dit s'il y a une onde, il y a une équation d'onde. Et donc c'est ce que Debye dit à Schrödinger, il dit Schrödinger, s'il y a une onde, il y a une équation d'onde, trouvez-moi l'équation d'onde. Et Schrödinger trouve l'équation d'onde lors d'un séjour dans un chalet à Arosa. L'histoire est bien connue et apparemment il avait quelques stimulations pour penser à ces choses-là dans le chalet à Arosa. La raison pour laquelle, c'est une histoire suisse, hein, ça. La raison pour laquelle j'aime beaucoup cette photo, c'est que comment mieux convaincre les jeunes que la physique quantique, c'est formidable. Regardez comme il est heureux, Louis de Broglie. Et regardez comme Schrödinger est heureux. Vous n'avez pas envie de travailler dans un domaine où les chercheurs sont si heureux? Moi, je trouve que ça vaut la peine. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je vais quand même vous donner une idée de, à la fois, la subtilité et l'étrangeté de ce qu'est la dualité onde-particule. Ceci est une expérience qui a été faite par mon premier thésard, enfin, je l'ai fait avec lui aussi, nous l'avons fait ensemble, qui s'appelle Philippe Grangier. Et c'est une expérience dans laquelle nous pensions, pour la première fois, avoir été capable, la première fois au monde, avoir été capable de fabriquer des sources qui émettent les photons un par un, les fameux photons. Et on s'est dit, comment allons-nous arriver à convaincre les gens que c'est vraiment un seul photon à la fois? Et l'idée était la suivante. Si j'ai ici, j'ai ça qui roule, je ne voudrais pas que ça tombe par terre. Déjà, Thierry l'a fait tomber tout à l'heure. L'idée est la suivante. Si j'ai un photon qui arrive ici, et si les mots ont un sens, eh bien, en arrivant sur la lame semi-réfléchissante, il va aller soit d'un côté, hors de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est une lame semi-réfléchissante? Je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est étonnant. Une lame semi-réfléchissante, vous voyez, j'ai ici un faisceau laser, et j'ai une petite lame de verre, donc elle est semi-réfléchissante, et vous voyez que j'ai un faisceau... Où il est le deuxième? Voilà. Vous voyez, j'en ai un qui est transmis et un qui est réfléchi. Et donc, le faisceau est coupé en deux. Mais si au lieu d'avoir un faisceau avec des milliards et des milliards de photons, si j'ai un photon et un seul, et si les mots ont un sens, eh bien, mon photon, il va aller soit d'un côté, soit de l'autre. Et donc, le test, ça va être d'avoir ici un circuit électronique qui s'appelle un circuit de coïncidence, qui permet de savoir si on a eu une détection simultanée ici et là. Si on a une onde classique, comme mon faisceau laser, il y aura des détections simultanées ici et là. Et si, au contraire,
on a vraiment réussi à faire un photon et un seul, on aura la probabilité de détection en coïncidence qui sera nulle. On a fait cette expérience et on a effectivement trouvé qu'elle était nulle. Donc ça, on démontre que notre photon unique, c'est vraiment une particule. Et puis après, on fait une deuxième expérience, on dit, mais quand même, et si par hasard c'était une onde? Alors une onde, elle va arriver ici, elle va se couper en deux, ce que vous avez vu sur la lame semi-réfléchissante ici, et puis si on la recombine ici, sur la deuxième lame semi-réfléchissante, vous avez un phénomène d'interférence, un phénomène qui dit que si je déplace ce miroir, si je change la différence entre le chemin du haut et le chemin du bas, eh bien la probabilité de détection ici est modulée sinusoïdalement. Et ça ne peut s'expliquer qu'en admettant qu'on a une onde qui est passée des deux côtés à la fois. Or, on a utilisé la même source, qui émet les mêmes impulsions que nous avons baptisées impulsions à un photon. C'est la même source qui, dans la première expérience, nous a permis de dire il n'y a pas de doute, c'est une particule, et qui, dans la deuxième expérience, nous permet de dire il n'y a pas de doute, c'est une onde. Voilà ce qu'est la dualité onde-particule. Une fois que vous avez vu tout ça, vous commencez à vous dire c'est quand même étrange la physique quantique. Alors Bohr nous a un petit peu rassurés avec son histoire de complémentarité. Il nous a dit, vous savez, vous inquiétez pas, parce que vous n'arriverez jamais à faire à la fois la première expérience et la deuxième. C'est ce qu'on appelle la complémentarité de Bohr. Et Bohr nous dit, voyez, ce que vous observez, c'est deux côtés complémentaires de la réalité physique, mais la réalité physique, là on touche au cœur du débat que je vais vous raconter dans la deuxième partie, la réalité physique, elle n'est pas intrinsèque, elle dépend de ce que vous mesurez. Ceci était le point de divergence majeur avec Einstein. Donc, Bohr dit, il y a complémentarité, et donc ne pensez pas que votre objet a une réalité physique intrinsèque. Suivant que vous regardez la première propriété ou que vous regardez la deuxième, vous lui attribuez une réalité physique différente. Dans le premier cas, vous dites c'est une particule, et dans le deuxième, vous dites c'est une onde. Bon, bref, c'est étrange. Alors ça, c'est la première révolution quantique, et je voudrais quand même insister sur le caractère extraordinaire de cette première révolution quantique. C'est d'abord une révolution scientifique qui est basée sur le concept de la dualité onde-particule. Comme je vous l'ai déjà dit, ça permet de comprendre la structure de la matière. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de vrais publics, grand public ici, mais peut-être même que ceux qui ont fait des sciences ne réalisent pas qu'à la fin du XIXe siècle, les physiciens avaient un problème majeur. Ils savaient déjà que la matière était formée de charges positives et négatives, et ils savaient que les charges positives et négatives s'attirent. Comment ça se fait que la matière ne s'effondre pas sur elle-même si les charges positives et négatives s'attirent? Eh bien, la seule explication que nous ayons du fait qu'elle ne s'effondre pas, c'est la dualité onde-particule, c'est le fait que l'électron n'arrive pas à tomber sur le noyau, à la différence d'un satellite qui peut tomber sur la surface de la Terre, il n'arrive pas à tomber sur le noyau parce qu'à cause de cette onde, il ne peut pas aller trop près. Parce que pour aller très près, il faudrait que l'onde soit extrêmement courte, et pour avoir une onde extrêmement courte, il faudrait qu'il ait une énergie absolument énorme. Si ça vous étonne, pensez au CERN. Pourquoi est-ce qu'on accélère les électrons à des énergies fabuleuses? C'est pour aller sonder à des énergies de plus en plus courtes. Et là, comme notre électron, il n'a pas cette énergie, il ne peut pas trop s'approcher du noyau. Voilà. Donc c'est, bien sûr, il faut utiliser l'équation de Schrödinger, mais la véritable raison pour laquelle la matière ne s'effondre pas sur elle-même, c'est la dualité onde-particule. Donc ça vous permet de comprendre des choses merveilleuses. Et puis, comme je l'ai déjà dit, ça permet d'inventer de nouveaux composants. Sachez que le transistor, le laser, les circuits intégrés, ça n'a pas été inventé par des bricoleurs dans des garages en Californie ou ailleurs. Ça a été inventé par les plus grands physiciens de l'époque qui utilisaient la physique quantique pour comprendre la façon dont les électrons se propagent dans la matière et en particulier dans des matériaux qu'on appelle des semi-conducteurs. Tout ça nous a donné la société de l'information et de la communication. Les plus jeunes pensent peut-être que ça a toujours été comme ça, mais ceux qui sont un peu moins jeunes, et j'en vois un certain nombre là au premier rang, ils savent bien qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, personne n'avait imaginé qu'on aurait des autoroutes de l'information, des internets et des choses comme ça. Passons à la deuxième révolution quantique. La deuxième révolution quantique, elle est basée sur un concept qu'on appelle l'intrication.
Alors, pour vous expliquer l'intrication, il faut d'abord que je vous explique ce qu'est la polarisation de la lumière et comment on la mesure et comment cette polarisation de la lumière donne quelque chose de très intéressant quand on a un photon unique. Alors, la lumière, je vais dire quelque chose, tout le monde n'en est pas forcément conscient. Quand on a une quantité quantique qui découle d'une quantité physique, pour comprendre ce qui se passe, d'une quantité classique, excusez-moi, pour comprendre ce qui se passe, il faut commencer par la description classique et on va rajouter la quantification par-dessus. La lumière, classiquement, c'est une onde électromagnétique. L'onde électromagnétique, elle se propage et c'est un champ électrique et magnétique. Alors, oublions le magnétique, c'est un champ électrique et les équations de Maxwell nous montrent que ce champ électrique vibre perpendiculairement à la direction de propagation. Ce qui veut dire que ce champ électrique peut avoir n'importe quelle direction dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Ce qui veut dire qu'il est décrit comme un vecteur à 2 dimensions, là-dedans. Cette direction de vibration, on peut la mesurer avec un appareil qu'on appelle un polariseur. C'est tout simplement un cristal. J'en ai un ici, je vais vous faire la démonstration. Et si la lumière est polarisée suivant l'axe du polariseur, elle va sortir dans une voie, la voie du haut, on va dire ici. Si elle est polarisée perpendiculairement à l'axe du polariseur, elle va sortir en bas. Alors on va faire l'expérience. Voilà. Donc, voilà. Ici, elle est manifestement polarisée suivant une direction parce que vous voyez une seule tâche. Mais vous voyez que si je tourne à 90 degrés, elle sort sur la deuxième tâche. Et si je suis entre les deux, eh bien, il y en a une partie qui sort en haut, une partie qui sort en bas. Et donc, en faisant ça, vous pouvez connaître la polarisation de votre lumière. Si vous êtes là, vous dites « Ah, c'est polarisé verticalement ». Si vous êtes là, c'est polarisé horizontalement. Là, vous mesurez le rapport entre les deux tâches. Si le rapport est égal à 1, vous dites « c'est à 45 degrés », etc. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Mais je recommence ma petite histoire. Si j'ai un photon et un seul photon, il ne va pas y avoir un morceau de photon qui sort en haut et un morceau de photon qui sort en bas. Je vais avoir... Alors, s'il est polarisé comme ça, il sortira en haut. S'il est polarisé comme ça, il sortira en bas. Et s'il est polarisé entre les deux, eh bien, il y a des coups où il va sortir en haut, des coups où il va sortir en bas. Et donc, il va falloir répéter l'expérience un grand nombre de fois pour mesurer la probabilité de sortir en haut et en bas. Or, précisément, le formalisme mathématique de la physique quantique me permet de calculer ces probabilités. Et donc là, on met le doigt sur une des particularités de la physique quantique. Elle fait des prédictions probabilistes, mais vous voyez que de toute façon, en fonction de ce que je viens de vous dire, c'est normal qu'elle prévoie des probabilités, puisque ce que je vais mesurer, ce sont des probabilités. Donc, passons à l'intrication. Donc, j'ai insisté sur le fait que photon unique, et j'ai une mesure qui peut donner un résultat parmi deux, plus ou moins, et puis je peux changer l'orientation de mon polariseur pour faire une mesure suivant n'importe quelle direction. Bien. Alors, l'intrication, on va la voir apparaître lorsque je vais émettre 2 photons, un vers la gauche, un vers la droite. Au passage, pour les physiciens, je les ai dessinés de couleurs différentes parce qu'ils sont vraiment de couleurs différentes. Donc, n'allez pas chercher une affaire d'indiscernabilité. Là-dedans, il n'y a pas d'indiscernabilité. Non, parce que sinon, les collègues, après, ils se mélangent les pieds. Il ne faut pas qu'ils se mélangent les pieds. Donc, je vais faire une mesure de polarisation sur le premier photon avec un polariseur qui est orienté suivant la direction A. Je fais une mesure de polarisation sur le deuxième photon avec un polariseur orienté suivant B, et vous voyez, je compte le nombre de fois où j'ai plus 1 ici, moins 1 ici, plus 1 ici, moins 1 ici. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, l'intrication arrive, alors là, accrochez-vous bien, l'intrication arrive lorsque je suis capable de produire les 2 photons dans l'état qui est là. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Vous n'avez pas fait d'études de physique quantique, vous demandez ce que c'est. En fait, j'ai utilisé ici une notation absolument géniale qui a été inventée par un génie qui s'appelle Paul Dirac, qui permet de visualiser, non pas le phénomène quantique lui-même, mais de visualiser au moins les équations quantiques. Au lieu d'avoir des grandes équations compliquées, on peut les exprimer de façon simple. Regardez comme c'est simple. Xx,
ça me décrit une paire de photons qui ont été tous les deux émis avec des polarisations suivant X. YY, c'est une paire de photons qui ont tous les deux été émis avec une polarisation suivant Y. Ce que nous dit le formalisme mathématique de la physique quantique, c'est que si XX existe et si YY existe, alors la somme des deux existe aussi. Et là, c'est Einstein, Podolsky et Rosen qui disent « Non, mais vous vous rendez compte, cet état-là, il est vraiment incroyable. » Alors, en quoi est-il incroyable? Il est incroyable par le fait que dès que j'ai un état comme ça, je ne peux plus dire le premier photon est polarisé ainsi et le deuxième photon est polarisé d'une autre façon. Ce que je veux dire, je vais être un tout petit peu plus technique, je ne peux pas factoriser cette expression comme un premier terme associé au premier photon et un deuxième terme associé au deuxième photon. Et ça va entraîner des conséquences étonnantes que vous allez voir tout de suite. Le calcul quantique, qu'on apprend, on va dire, en deuxième, troisième année d'université, à partir du moment où on a un état tel que celui-ci, permet de calculer les probabilités de plus 1, moins 1 ici, de plus 1, moins 1 là. Et là, le calcul donne un résultat qui n'a pas l'air exaltant, c'est qu'on a 50% de chances de trouver en haut, 50% de chances de trouver en bas, quelle que soit l'orientation du polariseur. Ça a l'air parfaitement aléatoire, on dit que c'est totalement non polarisé, excusez-moi. Même chose de l'autre côté. Mais le calcul vous permet aussi de calculer ce qu'on appelle les probabilités conjointes, c'est-à-dire quelle est la probabilité d'avoir plus 1 ici et plus 1 là. Moins 1 ici et moins 1 là, etc. Et le calcul est particulièrement intéressant si vous prenez les deux polariseurs orientés suivant la même direction. Car là, vous avez ce résultat étonnant. Si vous avez plus 1 d'un côté, vous avez plus 1 de l'autre. Si vous avez moins 1 d'un côté, vous avez moins 1 de l'autre. Et vous n'avez jamais plus 1, moins 1, moins 1, plus 1. Alors là, ça devrait vous intriguer. C'est ce que j'appelle un jeu de pile ou face truqué, et je m'explique. Imaginez que vous avez une machine, ici au centre, qui envoie une pièce à Bob et une pièce à Alice. Alice et Bob lancent les pièces, regardent le résultat. Vous qui êtes là, qui regardez Alice, au bout d'un certain nombre de coups, vous dites « c'est manifestement aléatoire ». Et puis ceux qui sont là-bas, qui regardent Bob, disent « c'est vraiment aléatoire ». C'est ce qu'on a avec les probabilités d'avoir plus 1, moins 1, avec des probabilités égales ici. Par contre, ceux qui sont au milieu, s'ils ont bonne vue ou des jumelles, ils vont s'apercevoir de la chose étonnante, si Alice a pile, Bob a pile. Et si Alice a face, Bob a face. Et là, ils vont dire, il y a un truc. Ben oui, il y a un truc. Si c'était des pièces honnêtes, ça ne marcherait pas. Et donc, on peut imaginer un truc. Le truc le plus simple à imaginer, c'est que la machine qui est au milieu fabrique des pièces, par exemple, qui ont 2 piles. Ou des pièces qui ont 2 faces, des pièces truquées. Et donc, imaginez, elle envoie 2 pièces avec 2 piles à Alice et Bob. Ben, quoi qu'ils fassent, ils vont trouver pile-pile. Puis au coup d'après, ils envoient 2 pièces avec face-face. Ben, c'est sûr, ils vont trouver face-face. Et donc l'idée est que quand vous observez un truc aussi bizarre que aléatoire ici, aléatoire là, mais par contre, parfaite corrélation entre les deux côtés, il y a vraiment une façon naturelle de comprendre, c'est de dire, dès le départ, il y a une propriété commune. Ah ben c'était pile, donc tout était pile, donc il y a eu pile. Et bon, tout était face, il y a eu face. Ça, c'est l'idée d'Einstein pour comprendre ces corrélations à distance. Alors, je vais élaborer un peu. Comment comprendre les corrélations EPR prédites par la mécanique quantique? Et la première question qu'on se pose quand on est physicien, on a un calcul qui permet de prédire quelque chose de bizarre, vous dites, est-ce que je peux fabriquer une... Alors, vous dites, moi, je me dis, est-ce que je peux fabriquer une image? Parce que vous avez des gens qui vous disent, t'as qu'à faire le calcul, regarder le résultat du calcul, et la seule chose importante, c'est est-ce que le monde marche comme ça ou pas. Et donc, ça, c'est l'école que Bill Phillips, mon ami Bill Phillips, appelle l'école de « shut up and calculate ». Tais-toi, ne pose pas de questions, fais des calculs, compare, et puis c'est tout. Moi, j'aime bien faire des images. Et donc, je me pose la question, peut-on trouver une image associée au calcul? Et là, on va buter
sur les drôles d'états du type que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'ai une représentation que je ne peux pas factoriser en un terme associé au premier photon et un terme associé au deuxième photon, eh bien je suis coincé. Parce que le calcul, il est parfaitement clair dans un espace abstrait qu'on appelle un espace de Hilbert, produit tensoriel du premier par le deuxième photon, etc. Mais si j'essaye de le plonger dans le monde dans lequel je vis, ici, je ne sais pas quoi faire. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas identifier des propriétés individuelles sur chaque photon, dont on n'arrive pas à suivre ce qui se passe dans notre espace. Et pourtant, comme l'a dit un théoricien qui s'appelle toujours, mais qui est décédé, H.R. Pérez, et qui était un follower, si j'ose dire, de Niels Bohr. S'il y avait eu des followers à l'époque, il aurait vraiment été un follower de Niels Bohr. Il a quand même écrit en tête de son livre « Quantum phenomena do not occur in a Hilbert space, they occur in a laboratory ». Et ça, c'est mon problème. Moi, le calcul dans l'espace de Hilbert, je le comprends, je n'ai pas de problème. Moi, je veux savoir ce qui se passe ici. Là, j'ai une source, j'ai un détecteur, j'ai un autre détecteur, je veux savoir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, je peux revenir à ce que nous avait dit Einstein dès 1935. Einstein, en 1935, nous avait dit, écoutez, si vous voulez avoir une explication raisonnable de cette corrélation à distance, l'explication la plus raisonnable, c'est d'imaginer qu'il faut compléter la mécanique quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez dire que lorsque la paire de photons est émise, il y a une propriété supplémentaire qu'on va appeler lambda. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, pile. Tout le monde est pile. Et donc, ce lambda va déterminer le résultat ici et déterminer le résultat là, et on comprend bien la corrélation. Et bien sûr, pour trouver le caractère aléatoire, eh bien, on va changer lambda entre une paire et la paire suivante, et on va avoir le caractère aléatoire. Cette image, je vous fais remarquer, est une image simple et convaincante. Avant qu'on sache faire les analyses génétiques, les médecins ou les biologistes avaient conclu depuis longtemps que si les jumeaux vrais avaient la même couleur des yeux et éventuellement la même maladie, etc., ils avaient conclu depuis longtemps que c'est parce qu'ils avaient les mêmes chromosomes. Donc cette image, c'est une vraie image scientifique, simple et convaincante. Et pourtant, Niels Bohr ne l'avale pas. Pourquoi est-ce qu'il ne l'avale pas? Parce que, comme je viens de le dire, cette image conduit à compléter le formalisme quantique, c'est-à-dire à rajouter des lambdas qui sont différents d'une paire à l'autre, alors que, rappelez-vous, lorsque je vous ai donné l'expression XX plus YY, c'est bon pour toutes les paires. Toutes les paires sont décrites par le même état quantique, XX plus YY. Mais Einstein dit, ça ne marche pas votre truc. Il y en a certaines qui ont un lambda comme ceci, d'autres qui ont un lambda comme cela, et il faut donc compléter le formalisme quantique. Or, Einstein avait l'intime conviction, basée sur des raisonnements tels que celui-ci, que la physique quantique, certes, était juste, mais que ce n'était qu'une théorie statistique d'un monde et d'une théorie qui était en dessous, et que c'était, au niveau statistique, ça représentait la moyenne sur tout ce qu'il y a en dessous. Alors, au cas où ce ne serait pas encore trop clair, vous savez que dans cette pièce, vous avez des molécules qui se baladent dans tous les sens avec des vitesses qui ont toutes les valeurs possibles, enfin beaucoup de valeurs possibles. Et on décrit ça par une distribution probabiliste qu'on appelle une distribution de Maxwell-Boltzmann, qui est une courbe en cloche qui vous dit la probabilité d'avoir des molécules avec des vitesses comprises entre 300 et 310 mètres par seconde, et je ne sais pas quoi, 10%, etc. Mais on n'a aucun doute que chaque molécule a sa vraie trajectoire. À chaque instant, elle a une vitesse, puis elle a une autre vitesse. Et en principe, on devrait être capable de décrire chacune des molécules. Simplement, c'est un travail de titan, et donc c'est commode d'utiliser une théorie statistique. Eh bien, il est clair qu'Einstein avait en tête l'idée que la théorie quantique était probablement une théorie statistique d'une théorie microscopique sous-jacente qu'il fallait découvrir. Ce débat entre Bohr et Einstein n'a jamais été clos entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts avant que ce soit réglé. Bohr est mort en 1962, Einstein est mort en 1955, et il faut quand même bien dire qu'eux ont débattu de ça jusqu'à la fin de leur vie, et quand je dis jusqu'à la fin de leur vie, c'est jusqu'à 1962. Alors vous allez dire, comment ça? Einstein était mort? Ben oui, on raconte que lorsqu'on a trouvé Bohr
mort un matin. Pendant la nuit précédente, il avait continué à aligner des arguments pour répondre à Einstein sur le problème Einstein-Podolsky-Rosen, dont ils ont vraiment débattu jusqu'au bout, vivant ou même au-delà. Mais pas d'attention de la plupart des physiciens. Alors pourquoi? Pas parce qu'ils étaient bornés, mais parce que la mécanique quantique accumulait les succès, c'est-à-dire qu'ils observaient toujours des nouveaux phénomènes plus étonnants les uns que les autres au laboratoire, ils appliquaient le calcul quantique et ça marchait. Donc, ils n'avaient pas trop de temps pour réfléchir au débat entre Bohr et Einstein. D'autant plus, et je pense que c'est la raison la plus importante pour ceux qui voulaient réfléchir, il n'y avait pas de désaccord sur la validité des prédictions. Einstein ne remettait pas du tout en cause les résultats du calcul. Donc, Bohr et Einstein sont d'accord sur les résultats du calcul. Certes, ils les interprètent différemment. Et vous, vous êtes un praticien, vous êtes un jeune, vous faites vos maniples, etc. Vous dites, quand je serai vieux, quand je serai retraité, ça finit par arriver. Quand vous serez vieux, que vous serez retraité, vous aurez le temps de réfléchir à ces choses-là. Donc, à cette époque-là, le débat était purement interprétatif. C'était un débat philosophique, épistémologique. On fait un saut de 29 ans, après l'article initial d'Einstein, Podolsky et Rosen, 1964, coup de tonnerre, John Bell se dit « Prenons au sérieux l'image d'Einstein, prenons au sérieux l'idée qu'il y a des lambdas ». Et d'un seul coup, surprise, eh bien, il arrive à un certain moment à une contradiction, à une divergence avec les prédictions de la physique quantique. Et donc, il y a maintenant un désaccord quantitatif et non plus épistémologique entre le point de vue d'Einstein et celui de Bohr. Et donc, il va devenir possible de trancher leur débat par une expérience. Soit Einstein a raison et on va trouver un résultat différent de celui qui est prédit par la physique quantique, ou alors on va trouver un résultat en accord avec la physique quantique et il faudra renoncer à l'image d'Einstein qu'il faut compléter la physique quantique. Alors, je vais passer rapidement sur le fait qu'il y a eu plusieurs générations d'expériences. La première génération est arrivée dans les années entre 72 et 76 à Berkeley. Il y a John Clauser, donc co-récipient du prix Nobel de 2022, avec Friedman. Ils ont fait une expérience, ils ont trouvé la physique quantique. Mais au même moment, à Harvard, Pipkin, qui était un professeur très bien établi à Harvard, avec son étudiant Holt, ils ont trouvé pas la physique quantique. Ils ont trouvé un accord avec les inégalités de Bell, c'est-à-dire avec le modèle d'Einstein. Il y a eu deux nouvelles expériences. Clauser a repris à Berkeley les expériences de Pipkin et il a trouvé la physique quantique. Et puis Fry, au Texas, dans une université qui s'appelle Agriculture and Mining, ce qui est quand même, bon, c'était quand même assez étonnant, eh bien, ou un mechanical, un truc comme ça. Mais il a fait une expérience dans laquelle, pour la première fois, il introduisait un laser. C'est très important pour moi. Il introduisait un laser et d'un seul coup, il avait une expérience beaucoup plus convaincante et il trouve la physique quantique. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai rencontré Fry en 1976 et il n'a pas arrêté de me répéter « Alain, tu sais, pour l'expérience que tu veux faire, tu devrais utiliser un laser. Alain, tu devrais utiliser un laser. Alain, tu devrais utiliser un laser. » Ici, vous avez Clauser dans son expérience. Bon, c'était une belle expérience, mais ces expériences de la première génération étaient assez différentes du schéma de principe sur lequel j'ai raisonné jusqu'ici, sur lequel John Bell raisonnait, et c'est pour ça que je me suis lancé dans une nouvelle série d'expériences dont le but était de se rapprocher le plus possible du schéma idéal. Alors, dans cette expérience, j'avais tellement bien entendu l'ami Fry qu'au lieu d'utiliser un laser, j'ai utilisé deux lasers. Alors c'était vraiment beaucoup mieux et j'ai effectivement eu une source de photons intriqués d'une efficacité sans précédent. Et ça a permis de faire des expériences qui n'avaient pas été faites par les prédécesseurs, dont là on a vu de ma manip avec deux lasers qui sont focalisés sur des atomes. Et puis, pour la première fois, j'ai réussi à avoir des détecteurs de polarisation à deux voies. Parce que ça, c'est ce que vous avez vu sur les schémas précédents. Vous avez plus 1 et moins 1. Mais en réalité, dans les premières expériences, ils n'avaient pas moins 1. Ils n'avaient que plus 1. Alors, quand vous avez que plus 1, il vous manque une partie de l'information. Il faut la reconstituer. Ça oblige à faire des calibrations supplémentaires, des raisonnements indirects, etc.,
Pour la première fois, j'ai réussi à voir ça. Alors je dois dire que, parce qu'il faut quand même que je rende hommage, les laboratoires Philips à Eindhoven m'ont fabriqué ça, et quand je leur ai demandé si ça allait me coûter cher, ils m'ont dit beaucoup trop cher pour toi, donc on va te les faire gratuitement. Parce qu'à l'époque, ce genre de truc, il fallait faire des calculs très longs, il fallait déposer 34 couches, accrochez-vous, il y a 34 couches ici, diélectriques, contrôlées, à quelques nanomètres près, etc. Ils ont fait ça et ils me l'ont donné gentiment. Et donc, on a réussi à faire pour la première fois une expérience où on avait plus 1 et moins 1. Philippe Grangier a été impliqué dans cette expérience et on a fait un test des inégalités de Bell où on a violé les inégalités par 50 écarts types. Enfin, c'était absolument incroyable. Et puis, nous avons fait l'expérience qui est celle qui a valu le prix Nobel, qui est une expérience dans laquelle ce qu'on voulait faire, c'est John Bell qui l'avait suggéré dans son article initial, on voulait changer l'orientation du polariseur pendant que le photon se déplace entre la source et le polariseur. Alors, je vous donne juste les ordres de grandeur. On avait 6 mètres. Il faut 20 nanosecondes, 20 milliardièmes de seconde. Et le polariseur, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez le cube polariseur qui est au milieu. Vous avez un photomultiplicateur qui est un machin grand comme ça, avec plusieurs écrans pour éviter les rayons cosmiques et des choses comme ça, dont un écran en plomb, dont le machin fait quelques dizaines de kilos. Donc, tourner un machin de quelques dizaines de kilos en quelques nanosecondes, ça, même quand on est jeune, on ne se dit pas qu'on va y arriver. Et donc, j'ai eu une idée. L'idée, c'était de fabriquer un aiguillage, ça c'est celui que j'ai fabriqué, un aiguillage qui est capable soit de laisser passer la lumière tout droit, soit de la renvoyer sur le côté. Et lui, il peut basculer très vite, en quelques nanosecondes. Et donc, vous voyez que si vous mettez ici un polariseur dans l'orientation A, et ici un autre polariseur dans l'orientation A', et si votre aiguillage y change assez vite, eh bien, tout ça est équivalent à un seul polariseur qui passe de A à A', qui revient de A' à A, etc. On a fait l'expérience, on a montré une violation des inégalités de Bell, ce qui veut dire que, comme la mécanique quantique nous le laisse entendre, eh bien, jusqu'au dernier moment, on ne sait toujours pas si on aura plus 1 ou moins 1, et ce n'est qu'au dernier moment que ça se décide. J'y reviendrai. Troisième génération d'expérience, ça doit vous dire quelque chose ici, Cornavin, Bellevue, Bernex. Ça, c'est Nicolas Gisin qui a eu la bonne idée, plus la bonne technologie, parce qu'il était bon en technologie, d'arriver à faire un test en utilisant les fibres commerciales du réseau, je ne sais pas si ça s'appelait Swisscom ou autrement à l'époque, en tout cas du réseau commercial de téléphonie, et puis pendant la nuit, parce que pendant la nuit, il y a suffisamment de Suisses qui dorment pour qu'ils lui laissent utiliser les fibres. Et donc, pendant la nuit, il faisait des tests et il a réussi à tester les inégalités de Bell à plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'était toujours la physique quantique qui avait raison, même avec une très grande séparation, eh bien, c'était toujours la physique quantique et pas l'idée d'Einstein qui avait une propriété dès le début. Au même moment, il y a Anton Zeilinger qui était à Innsbruck, qui a fait une expérience un petit peu de même nature. Alors il faut que vous sachiez que aussi bien celle de Nicolas que celle d'Anton Zeilinger, elles ont bénéficié d'un progrès énorme. Ma source de paires de photons intriqués était bien meilleure que celle de Clauser. Mais les sources qu'ils ont construites étaient encore bien meilleures sur un point donné. C'est que dans mon cas, les 2 photons, ils étaient émis un peu dans toutes les directions. J'étais obligé de prendre une grosse lentille, etc. Eux, les 2 photons, parce qu'ils utilisaient un processus d'optique non linéaire où il y a une condition d'accord de phase, ça c'est pour la note de bas de page pour les spécialistes, du coup, les 2 photons étaient émis dans des directions précises, tellement précises qu'ils pouvaient les injecter dans des fibres optiques. Donc c'est pour ça que Nicolas arrivait à injecter dans les fibres commerciales, et Anton Zeilinger l'a injecté dans des fibres qu'il étendait je ne sais où, à l'aéroport ou quelque chose comme ça, dans des tunnels, et Zeilinger a répété notre expérience, c'est-à-dire changer l'orientation des polariseurs pendant que les photons se propageaient, parce que là, il avait le temps, il y avait plusieurs centaines de mètres. Donc, il lançait un générateur de nombres aléatoires qui choisissait soit A'. Moi, j'ai oscillé comme un fou. Lui, il lançait un générateur de nombres aléatoires, et ensuite, il notait les résultats. Il a trouvé, lui aussi, que la physique quantique gagne. Et puis, de plus, ensuite, il y a eu plein d'autres expériences, fermeture d'échappatoires, etc., etc. Bon. Conclusion, il faut renoncer à l'image d'Einstein du monde qu'on appelle le réalisme local.
Alors, qu'est-ce que c'est le réalisme local et qu'est-ce qu'il faut admettre? Eh bien, figurez-vous que c'est Einstein qui nous l'a dit. Alors là, si vous avez suivi jusque-là, vous dites, ça y est, Aspect, il devient gâteux, parce que Einstein ne croyait pas à ce qu'il disait. Mais si, Einstein croyait à ce qu'il disait. Il y croyait tellement qu'il faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait, si je n'avais pas raison, voilà ce que vous devriez accepter. Et c'est tellement inacceptable que j'ai forcément raison. Mais en fait, il n'a pas raison. Donc, il nous a dit ce qu'il fallait accepter. Alors voilà, ça, ce sont des mots d'Einstein, hein, c'est un texte d'Einstein et dont on n'a aucun doute sur la signification parce qu'on l'a à la fois en anglais et en allemand, le texte. Donc, Einstein nous dit, si je n'avais pas raison, si on ne pouvait pas compléter la mécanique quantique pour interpréter les corrélations EPR, il faudrait soit, alors je vais commenter, hein, soit abandonner l'indépendance des réalités physiques présentes dans des volumes distants, on va appeler ça le holisme quantique, le fait d'abandonner, soit accepter que la mesure sur le premier système modifie instantanément la situation réelle du deuxième système, et on va appeler ça la non-localité quantique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour Einstein, la réalité physique, c'est quelque chose d'intrinsèque. J'ai un système ici. Quand je fais ça, je pense à l'espace-temps. Donc, dans un volume donné d'espace-temps, eh bien, Einstein nous dit le système qui est là, il a une réalité physique, c'est-à-dire un ensemble de paramètres tels que je peux calculer ce que je vais trouver en faisant n'importe quelle mesure. Et puis, la réalité physique du système qui est ici, elle est vraiment séparée de la réalité physique du système qui est là-bas. Si je change quelque chose là-bas, ça ne perturbe pas la réalité physique d'ici. Alors il faut que vous compreniez bien que cette notion de réalité physique locale, puisqu'elle est associée au système qui est là, elle ne dépend pas de ce qui se passe là-bas, elle est radicalement différente de celle de Bohr. La réalité physique de Bohr, c'est ce qu'on appelle une réalité physique conceptuelle. C'est le fait que la réalité physique du système qui est là, elle n'est pas intrinsèque, elle dépend de la mesure que je vais faire sur le système. Bon. Eh bien, il se trouve que c'est Bohr qui a raison. C'est dur à avaler, mais c'est comme ça. Alors pourquoi j'ai utilisé ces deux mots, holisme quantique? Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas indépendance entre les deux réalités physiques qui sont là, ça veut dire qu'il y a plus dans l'ensemble des deux systèmes que dans la somme, si vous voulez, de l'information qui est dans le premier et de l'information qui est dans le deuxième. Et ça va vous mener aux idées de calcul quantique. C'est l'idée que dans deux systèmes intriqués, il y a plus que dans la somme de ce que je mets dans un et que je mets dans l'autre. Alors, il n'y a pas beaucoup plus si vous n'en avez que deux. Mais si vous en avez trois, le supplément est doublé. Si vous en avez quatre, le supplément est doublé, etc., etc. Et vous avez donc croissance exponentielle de la quantité d'informations que vous pouvez arriver à mettre dans des bits quantiques intriqués. Et si vous vous souvenez de la légende de 1 grain de blé, 2 grains de blé, 4 grains de blé, 8 grains, etc. Vous savez, quand vous arrivez à 64, il y a une quantité phénoménale de blé. Et donc, on pense que si on a 100 bits quantiques intriqués, la quantité d'informations qu'on arrive à mettre dedans est tellement phénoménale qu'on peut faire des choses merveilleuses. Ce sont toutes les idées de l'ordinateur quantique. L'autre point de vue, que si vous acceptez que la mesure sur le premier système perturbe le deuxième, eh bien, ça vous conduit à ce qu'on appelle les communications quantiques, donc les choses comme la téléportation quantique, la cryptographie quantique, etc. Alors, je précise au passage que la non-localité quantique ne veut pas dire qu'on peut transmettre un signal utilisable. Un signal utilisable, c'est j'appuie sur un bouton ici et il y a une lampe qui s'allume là-bas. On ne peut pas faire ça instantanément, même avec la non-localité quantique, mais on peut quand même faire des choses intéressantes. Et je vais essayer de vous en donner un exemple. Je vais revenir sur une description par la physique quantique, mais à laquelle je tords un peu le bras, c'est-à-dire je l'oblige à faire des calculs un peu plus compliqués que le calcul plus simple. Donc s'il y a des étudiants là et que leur prof leur demande de calculer les corrélations EPR, ils font le calcul global que j'ai présenté tout à l'heure. Il va très vite, très bien. Mais après tout, on peut passer par un détour et on peut faire un calcul en deux étapes. On va dire, supposons que je mesure d'abord du premier côté et ensuite du deuxième côté. Alors je précise pour ceux qui auraient des doutes que ce calcul est Cohen-Tanucci approved.
D'accord? Donc, c'est un calcul qui repose uniquement sur le formalisme qui est écrit dans un textbook absolument classique, qui est celui de Cohen-Tanuji, Laloé et Du. D'accord? Donc, c'est pas moi qui raconte n'importe quoi. C'est vraiment le formalisme quantique. Mais je le tords un peu le bras en disant « Et qu'est-ce qui se passerait si je mesurais d'abord ici ?» Alors, si je mesure d'abord ici, je peux avoir sur le résultat plus 1, sur le résultat moins 1. Et donc, si j'ai mis mon polariseur vertical, plus 1 correspond à X et moins 1 correspond à Y. Et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai fait la mesure? Alors, je prends la Bible, là, Cohen-Tanuji et compagnie, et puis il y a un truc qui s'appelle le postulat de réduction du paquet d'ondes, qui me dit qu'une fois que j'ai fait une mesure, juste après la mesure, il faut prendre l'état quantique initial, vous le reconnaissez, xx plus yy, et le projeter dans le sous-espace qui correspond au résultat de la mesure. Alors, je passe sur le détail, et le résultat, c'est xx. Donc, juste après la mesure qui a donné x pour le premier, j'ai maintenant xx, ce qui veut dire que le premier suivant x, ben ça on s'en serait douté puisqu'on a trouvé x. Mais le deuxième est aussi x. Ah, il a une polarisation bien déterminée maintenant, le second. Et puis, si j'avais trouvé le résultat y, eh bien l'opération de projection aurait donné YY, c'est-à-dire que le premier est y, c'est normal, on a trouvé y, mais le deuxième aussi est y. Et donc, vous voyez que maintenant, on peut parfaitement comprendre, enfin, décrire par cette façon-là, le truc. Je fais une mesure ici, je trouve plus 1 ou moins 1. Mais si je trouve plus 1 qui correspond à x, instantanément, l'autre est x. Donc forcément, il va donner plus 1. Et donc, vous voyez que cette image, elle me permet de me représenter dans l'espace où je vis ce qui se passe. Mais elle a quand même un petit problème, cette image. Hein. Le petit problème, c'est qu'il semble qu'il y a quelque chose qui est instantané, qui va plus vite que la lumière. C'est ce qu'on appelle la non-localité quantique. Eh bien, moi, j'aime cette image. Je n'ai pas dit que vous êtes obligé de l'adopter. Moi, mais Nicolas, par exemple, je pense qu'on appartient à la même chapelle hein, pour ça. On aime cette image de non-localité quantique. Parce que cette image de non-localité quantique, elle me donne des intuitions vraiment intéressantes. Alors, elle me dit quoi en particulier, cette image? C'est que jusqu'au dernier moment, je peux obtenir aussi bien plus 1 que moins 1. Mais si j'ai plus 1, j'ai plus 1. Si j'ai moins 1, j'ai moins 1. Voilà, mettez-vous ça dans la tête. Voilà l'image que vous avez. Eh bien, avec ça, vous pouvez comprendre l'efficacité d'une méthode de cryptographie quantique qui est due à Arthur Eckert et qui repose sur les photons intriqués. Alors, 2 mots sur la non-localité quantique. Oula, j'ai été si long que ça? Non, je n'ai pas dû démarrer dès le début. Ah oui, non, mais ils m'ont compté le temps à partir de... Non, parce que je vois 91 minutes. Ça me semble long quand même pour une conférence. Bon, donc la cryptographie, c'est quoi? Vous le savez, c'est Alice et Bob qui sont 2 amis. Alice et Bob qui sont 2 amis et qui veulent communiquer en toute sécurité malgré l'espion, le eavesdropper. Voilà pourquoi ils ont trouvé malin de l'appeler Ève, ce qui me vaut régulièrement des histoires avec les féministes. C'est pour ça que j'ai mis une moustache à Ève. Parce que Ève, c'est la mauvaise. Ben, moi, je dis pour rien, c'est pas moi qui ai inventé le mot. Donc, voilà. Alice, Bob et le eavesdropper qui est là, qui essaie d'espionner. Et Shannon, Claude Shannon, l'inventeur de la théorie de l'information, a montré qu'il y a une méthode absolument sûre qui est la suivante. Alice et Bob ont 2 suites identiques, aléatoires de 1 et de 0. Alice utilise cette suite pour coder, Bob utilise cette suite pour décoder, et il n'y a rien à faire, l'espion, Ève, ne peut pas décoder le message. À une condition, c'est que le message ne soit pas plus long que la clé. Parce que si le message est plus long que la clé, il va apparaître certaines périodicités. Et les mathématiciens qui font de la cryptographie sont des mathématiciens extrêmement forts, extrêmement subtils. Ils vont arriver à noter des périodicités et ils vont arriver à décrypter. Et donc le problème, c'est de distribuer à Alice et Bob 2 séries aléatoires identiques qu'ils vont pouvoir utiliser. Et distribuer à distance, parce que s'ils sont à côté l'un de l'autre, ils n'ont pas besoin de clés pour communiquer, ils peuvent se parler directement. Donc ils sont à distance et vous voulez leur distribuer des clés identiques. Eh bien, les paires de photons intriqués vont le faire. Il y a d'autres méthodes, il y a ID quantique qui a d'autres méthodes, mais moi je vous décris celle-ci parce qu'elle s'adapte particulièrement bien à la fin de ma conférence. Donc,
Vous avez ici une source de paires de photons intriqués. C'est les sources modernes, telles que celles qui ont été utilisées à la fin des années 90. Un photon vers Alice, un photon vers Bob. Et vous voyez que si Alice et Bob ont leur polariseur orienté de la même façon, eh bien, ils vont avoir la même valeur et donc ils vont avoir la même série de clés. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choisir plusieurs orientations et à la fin, quand tout est fini, il y a un, mettons Bob, qui envoie des messages à Alice, et là, ça peut être public, il va dire, tiens, au premier coup, j'étais orienté comme ça, au deuxième, j'étais orienté comme ça, et donc Alice va lui répondre, ah ben, le premier coup, c'est bon, on était pareil, mais au deuxième coup, c'est pas bon, tu laisses tomber, etc. Et donc, vous voyez, ils arrivent à reconstituer les clés. Et où est l'intérêt de l'image dans la non-localité? Eh bien, elle est très simple, si vous avez accepté ce que je vous ai dit, que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être +1 ou -1, ben, il n'y a rien à espionner. Circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, il me semble que l'explication la plus simple de la valeur de cette méthode de cryptographie quantique, c'est le fait que, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas, et c'est la non-localité quantique qui fait qu'au dernier moment, ils auront la même valeur des deux côtés. Alors, bien sûr, dans les articles scientifiques sérieux, il y a une longue démonstration, des preuves d'efficacité, etc. Mais j'aime beaucoup l'idée que l'image dans la localité vous permet de saisir la raison profonde, à mon avis, c'est la raison profonde pour laquelle ça marche. Alors, il faut que vous sachiez que les méthodes de cryptographie quantique, elles fonctionnent. Hein. Vous pouvez aller l'acheter chez ID Quantique ou ailleurs. Voilà. Donc, il n'y a rien à espionner, etc., etc. Alors, je vais bientôt conclure. Hein. Il faut quand même savoir que notre collègue Jian Weipan en Chine, fort de tout l'argent qu'ont les Chinois et de tout l'argent que les Chinois injectent dans les technologies quantiques, a réussi à mettre dans un satellite une source de paires de photons intriqués qu'il est capable de détecter à plus de 1000 km de distance, et à 1000 km de distance, il arrive à faire de la cryptographie quantique, ce qui est quand même assez impressionnant. Bien. Donc, je vais conclure sur la seconde révolution quantique. Dans la seconde révolution quantique, elle est basée d'abord sur l'intrication, qui est un concept différent de la dualité onde-particule. J'insiste, la dualité onde-particule, c'est pour une particule. Vous vous rappelez, mon photon? Il est une particule, mais il est aussi une onde. L'électron, sur sa trajectoire dans l'atome de Rutherford, c'est une particule, mais il est aussi une onde. L'intrication, c'est deux particules. Les physiciens ont mis longtemps à admettre, même Feynman, le grand Feynman, a mis longtemps à admettre que l'intrication était d'une nature différente. Donc, on a un concept qui nous dit qu'il y a quelque chose de nature différente, c'est l'intrication. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'à partir des années 1970, les physiciens sont devenus capables d'observer des objets quantiques individuels. M. Dehmelt a été capable de piéger un seul électron et de l'observer pendant des semaines et de faire des mesures sur un seul électron pendant des semaines. Don Eiglert a été capable de manipuler des atomes uniques à la surface d'un cristal avec un microscope à force atomique et à les regarder. On a été capable de produire des photons uniques, avec Grangier et compagnie. Les paires que nous avons utilisées pour les tests des inégalités de Bell, c'était entre guillemets des paires uniques. Je veux dire, j'avais une paire, on mesurait la corrélation. Prochaine paire, on mesurait la corrélation. Donc chaque paire était un objet quantique en lui-même, individuel. Et donc, pour la seconde révolution quantique, c'est vraiment deux ingrédients, l'intrication et la possibilité de manipuler, d'observer, de mesurer des objets quantiques uniques. Donc voilà tous les objets quantiques uniques. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est des atomes uniques qu'on peut observer les uns par un. Ça, c'est les photons infrarouges uniques de Serge Haroche. Il a un seul photon infrarouge là-dedans, il peut mesurer, etc., etc. Bon. Et puis, des systèmes artificiels. Le prix Nobel que vous avez entendu, prix Nobel qui utilise des circuits supraconducteurs, ce sont des objets quantiques artificiels. Ceux que nous avons utilisés, nous, ils nous sont donnés par la nature. Les électrons, les photons, les atomes, ils nous sont donnés par la nature, ils sont quantiques par construction, si j'ose dire. Alors qu'avec des circuits supraconducteurs, il a fallu qu'ils travaillent beaucoup pour arriver à faire des systèmes fabriqués par l'homme, ou la femme, il y a aussi des femmes dans les laboratoires, fabriqués donc par nous, des artefacts, et qui ont des propriétés quantiques, qui se présentent comme des objets quantiques uniques. Et donc, c'est l'objet du prix Nobel que vous avez entendu cette semaine.
Donc, tout ça débouche sur des technologies quantiques. Et donc, on va des concepts, l'intrication plus les objets individuels, jusqu'aux applications. Alors, quelles applications? J'ai déjà dit communication quantique avec cryptographie, téléportation, etc. Alors, attention, j'ai dit téléportation d'état quantique. Parce que si on met tout seulement téléportation quantique, comme ils l'ont écrit dans leur article, les gens croient qu'on va pouvoir téléporter Nicolas d'ici à là-bas. Non, ce qu'on téléporte, c'est l'état quantique, c'est-à-dire le XX, YY, etc. Vous pouvez le prendre ici et l'envoyer là-bas. Alors, c'est extrêmement important, parce que si vous avez un premier ordinateur quantique qui vous donne un résultat ici sous forme d'un état quantique, si vous voulez l'utiliser pour un deuxième ordinateur, eh bien, être capable de le téléporter, c'est extrêmement intéressant. Les ordinateurs quantiques, où en sommes-nous? Ben, on est, j'ai envie de dire, au milieu du gué. C'est-à-dire, il y a des résultats intéressants, c'est loin d'être parfait, on n'est pas sûr, on ne sait pas jusqu'où on va aller, il y a plusieurs candidats, il y a les circuits à supraconducteurs, il y a les atomes, il y a les ions, etc., etc. Bon, le point est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas parfaits et qu'il faut arriver à développer des méthodes de correction d'erreurs, et tout le monde travaille dur là-dessus. Ne me demandez pas de pronostic, je pense qu'on est dans une phase de recherche extrêmement intéressante. La métrologie quantique, ça marche. Je veux juste citer un exemple. Ici, c'est un appareil qui utilise des effets quantiques pour mesurer la gravité. Ça a été construit par certains de mes anciens étudiants. Eh bien, ça marche d'une façon suffisamment fiable pour que vous puissiez le mettre sur les flancs des volcans. On essaye de voir si les fluctuations de la gravité, de la pesanteur, ne pourraient pas nous prévenir du fait qu'il va y avoir une éruption. Donc, vous voyez que tout ça est intéressant. Donc, est-ce qu'on va avoir une révolution pour la société? Il n'y a pas de doute, c'est une révolution scientifique. Est-ce qu'on va avoir une révolution pour la société? Eh bien, j'en sais absolument rien. Mais vous entendez parler d'avantages quantiques. Alors, quand on parle d'avantages quantiques, tout le monde pense « Ah, je vais avoir un ordinateur qui permet de faire des calculs inaccessibles à l'ordinateur classique. » C'est vrai, c'est une définition. Mais moi, j'aime bien un autre point de vue. Il n'est pas exclu, on a quelques bonnes raisons de penser qu'il pourrait être possible, vous entendez, je mets des conditionnels, avec un ordinateur quantique, de faire des calculs que vous pouvez faire avec un ordinateur classique en dépensant nettement moins d'électricité. Vous voyez quels sont les défis du monde dans lequel nous vivons. Si ceci était vrai, je pense que ce serait un autre point de vue sur l'avantage quantique qui serait fort intéressant. Est-ce qu'on y arrivera? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui y croient. Alors vous avez l'Europe, la France, la région Île-de-France, la Suisse, la région de Genève, etc. Je ne sais pas si le canton de Genève a un programme quantique, mais sûrement, tout le monde a son programme quantique. Vous avez aussi les sociétés qui ont des poches profondes, Microsoft, Google, IBM, Amazon. Je ne sais pas citer Atos, parce qu'Atos, ils n'ont pas les poches profondes, mais ils ont quand même un département d'ordinateurs quantiques, malgré tout, qui n'ont pas fermé malgré leurs difficultés financières. Donc tous ces gens-là trouvent que ça vaut la peine d'essayer de faire un ordinateur quantique. Et puis alors, vous avez une floraison de start-up. Voilà, il y en a un certain nombre. Donc moi, il se trouve, alors comme je dois déclarer mes conflits d'intérêts, il se trouve que je suis cofondateur de Pascal. Je suis dans le conseil scientifique de Candela. Ils ne sont pas là, Candela? Je suis dans le conseil scientifique de WeLink. Et puis, vous avez ici quelqu'un qui a beaucoup de conflits d'intérêts avec... avec IDQ, voilà, et puis etc., etc. Alors pour conclure, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère et puis quand même pour rendre hommage à ceux qui m'ont aidé, j'ai eu deux ingénieurs, Gérard Roger et André Willing, qui dès 1975-1976 m'ont aidé à monter l'expérience. Et puis quand l'expérience a été prête, au début des années 1980, qu'elle commençait à émettre les paires de photons intriqués, j'ai pensé qu'on arrivait au moment où il fallait que j'ai des physiciens avec moi. Et j'ai invité deux jeunes étudiants, on dirait de master aujourd'hui, de master 2, à venir me rejoindre. Et ces deux étudiants m'ont aidé à finir les expériences. Et ces deux étudiants, eh ben, ils ont fait une belle carrière. Les collègues les ont peut-être pas encore reconnus, mais là, ils vont les reconnaître. Il y en a un qui s'appelle Jean Dalibard, qui est prof au Collège de France, et l'autre, c'est Philippe Gangier. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces deux étudiants pour m'aider à faire les dernières expériences. Ils ont eu un peu de chance aussi de participer à ces expériences parce qu'ils sont sur des papiers qui sont quand même bien cités. Et puis, pour terminer donc, sur une note légère, on me demande souvent
comment tu as appris que tu avais le prix Nobel? Alors, je vais vous dire, c'était il y a 4 ans, mais Michel Devoré m'a dit c'est à peu près de la même façon, mais moi, j'étais dans une réunion à l'Académie des sciences, et comme par hasard, j'étais assis à côté de Serge Haroche et de Jean Dalibard. Nous y étions le mardi 4 octobre, il était 11h moins le quart, l'heure est écrite ici, à 11h, même 11h24, d'accord? Et donc, je reçois un mail d'une secrétaire de l'Institut d'optique qui dit « Je viens d'avoir un appel de Stockholm. Elle ne veut pas me dire de quoi il s'agit, mais que c'était extrêmement urgent. » Et donc, elle me pose la question « Elle veut votre portable. Je peux le lui donner ?» Alors, je réponds « Oui. » Donc, le téléphone sonne. Je sors de la... On me dit « Professeur Aspect, oui, je sors de la pièce. » D'accord? Bon, alors là, on vous annonce la bonne nouvelle. On vous prend à la gorge avec une première interview qui va partir sur le web, enfin, peu de temps après. Et puis, il me dit, et surtout, vous dites rien, hein, parce que la nouvelle doit rester secrète jusqu'au moment de la publication. Donc, je reviens dans la salle où il y avait la réunion. Les collègues qui savent que c'est le moment où on annonce le prix Nobel, il y en a un en plus qui a vu que c'était un appel de Stockholm, me dit, alors, vous savez ce que j'aurais répondu? J'ai répondu, le comité Nobel ne m'a pas autorisé à vous répondre. Mais le point clé, c'est que, regardez, il est là 11h39, le résultat vient d'être annoncé, et parce qu'évidemment, tout le monde se met sur son portable, etc. Et c'est à 11h39, c'est annoncé. Donc j'ai reçu à 11h24 le message disant il y a quelqu'un de Stockholm, et à 11h39, c'est annoncé sur le web. Donc les gens qui vous disent qu'ils savent d'avance qui va avoir le prix Nobel, je vous autorise à avoir des doutes. Sur ce, je vous remercie et nous allons pouvoir passer aux questions. Et là, c'est Jean-Pierre qui va travailler. Je ne sais pas si on t'a prévenu, mais c'est toi qui vas répondre aux questions, Jean-Pierre. Non, j'étais pas au courant. Ah bon? Ben alors, il va falloir improviser. Allô, allô? Je vais vérifier. Je vais aller me préparer, alors, du coup. Merci, Alain. C'est toujours un plaisir immense de t'écouter. C'est pas la première fois que je t'entends. Ça fait un certain nombre de fois, mais à chaque fois... C'est fascinant, c'est passionnant et c'est vraiment quelque chose... C'est à chaque fois une expérience différente. D'ailleurs, je me suis rappelé à ce sujet que, en fait, on se connaît depuis 40 ans, Alain. Ouais. Et à l'époque, c'était effectivement... moi, j'étais à l'EPFL, j'étais un jeune doctorant. J'ai commencé ma thèse et mon directeur de thèse était Ludger Wöste, que tu connais très bien. Et avec Ludger, on faisait des expériences avec des atomes et puis aussi des lasers, un peu le même style que ça. Et on essayait de détecter des atomes d'une manière sélective en faisant de l'absorption avec plusieurs photons. Et donc, Ludger t'avait bien sûr invité pour avoir des tuyaux. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut voir que les lasers de l'époque n'étaient pas les lasers qu'on a aujourd'hui. C'est pas ceux qui font tomber la foudre. Hein. Et donc, à l'époque, je t'avais entendu pour la première fois, et je me rappelle, tu nous avais complètement électrisé. Et après ta présentation, on est rentré au labo, on avait plein d'idées, on avait plein de questions, etc. Donc je suis sûr que vous aussi, vous avez été électrisé par le talk d'Alain, comme toujours. Et donc je suis sûr aussi que vous avez plein de questions à lui poser. Alors, puisque tu as dit ça, je vais quand même rajouter quelque chose. Si vous m'avez bien entendu et si vous êtes électrisé, vous avez une chance d'avoir le prix Nobel un jour, parce que Michel Devoré a déclaré hier qu'il avait assisté à ma soutenance de thèse, en 1983, et que ça l'avait inspiré. Et aujourd'hui, il a le prix Nobel. Donc, vous voyez, l'avenir, il y a de l'espoir. Alors, des questions. Qui se lance? Soyez pas timide. Je suis gentil dans mes réponses. Oui, je confirme. Oui, alors, le micro. Sinon, on va être obligé de donner la parole aux vieux. Là, Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. Je voudrais revenir une seconde sur votre état XX plus YY. Ouais, c'est étonnant. Hein. Que vous avez appelé état non séparable ou non factorisable. Ouais.
Et je voulais vous demander, de façon un peu naïve, à quel point est-ce qu'on était convaincu que les corrélations de mesures de polarisation étaient instantanées, à savoir à quel point on était sûr qu'on pouvait exclure peut-être l'intervention d'une communication entre les parties comme une sorte d'onde intricationnelle, quitte à ce que ce soit des résultats non prédéterminés et avec des vitesses plus rapides que la lumière, supraluminiques. Je me permets de vous poser cette question, car si je me souviens, Descartes pensait que la vitesse de la lumière était infinie, et Newton pensait que la gravité était un phénomène atemporel. Voilà. Oui, alors il y a plusieurs choses dans votre question, mais ce à quoi on peut répondre clairement, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas une interaction, entre guillemets, normale, c'est-à-dire qui irait moins vite que la lumière? C'est précisément ma troisième expérience. Ils m'ont donné un prix Nobel pour ça. Parce que ma troisième expérience montre essentiellement qu'effectivement, ce n'est qu'au dernier moment qu'il se passe quelque chose et que ça agit sur l'autre côté. Si vous cherchez à l'interpréter, c'est la seule interprétation que vous pouvez faire. Si vous acceptez l'idée qu'il y a une interaction qui se propage à une vitesse inférieure ou égale à celle de la lumière, vous pouvez expliquer les premières expériences, mais vous ne pouvez pas expliquer la troisième. D'accord? Donc, on va dire qu'il y a une preuve expérimentale. Alors après, les spéculations de Descartes, de Newton, etc., elles sont intéressantes, mais il est quand même clair qu'aujourd'hui, personne ne pense que la gravitation est instantanée. Les ondes gravitationnelles, on sait les détecter. Et les ondes gravitationnelles, pour autant qu'on ait pu les comparer aux ondes lumineuses, eh bien, elles vont à la même vitesse. Elles vont à la vitesse de la lumière. Vous savez que depuis quelques années, on s'est détecté des événements violents de fusion de trous noirs ou de choses comme ça. Et on a certains événements où on a eu simultanément émission d'ondes gravitationnelles, de rayonnement, je ne sais plus dans quel domaine, etc. Et les ondes gravitationnelles, elles se propagent à la vitesse de la lumière. Donc c'était très bien le modèle de Newton, parce que vous n'avez pas besoin de tenir compte du retard entre le Soleil et la Terre. Mais, je veux dire, en relativité générale, les ondes gravitationnelles, elles ne se propagent pas plus vite que la lumière. Descartes avait tort, Newton avait tort. Alors pourquoi est-ce qu'on est sûr que ceux qui pensent que les corrélations sont instantanées n'ont pas tort ? Aujourd'hui, c'est la meilleure image qu'on puisse avoir. Si demain quelqu'un arrive avec une autre explication convaincante, c'est parfait. C'est comme ça que la science progresse. Mais aujourd'hui, vous avez deux attitudes. Shut up and calculate. Parce que quand même, dans ma thèse, il y a le calcul aussi. Je sais aussi faire des calculs. Dans ma thèse, il y a le calcul, et le calcul montre qu'effectivement, si on croit aux formalismes quantiques standards, le calcul montre qu'effectivement, ce qui compte, c'est le moment précis où vous faites la mesure. Il n'y a pas d'histoire de retard entre les deux côtés. Donc, si vous êtes de l'école shut up and calculate, vous êtes convaincu que c'est vraiment instantané au dernier moment. Et si vous voulez, comme moi, faire des images, vous n'avez pas le choix. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui est instantané, qui va plus vite que la lumière. Et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on soit majoritaire, Nicolas, mais enfin, on a un certain nombre de gens a priori sérieux qui aiment bien cette image-là. Tu es d'accord, Nicolas ? C'est vrai. Voilà. Donc, ils se sont amusés à faire des... Vas-y, dis-le au micro. Merci. Oui, merci pour la question, parce qu'effectivement, à Genève, on a essayé de tester aussi cette hypothétique vitesse supralumineuse, et on a pu exclure ça jusqu'à une borne d'à peu près 100 000 fois la vitesse de la lumière. Et à mon avis, on devrait continuer au-delà, mais pour l'instant, c'est 100 000 fois la vitesse de la lumière. Donc, de toute façon, c'est plus grand que la vitesse de la lumière. Voilà. Alors après, pour ceux qui seraient vraiment des experts de relativité, on me fait souvent l'objection en disant « Ah oui, non, mais dire que c'est instantané, ça n'a aucun sens, parce que s'il y a une fusée qui passe par là, les gars, ils vont en voir un avant l'autre, et puis s'il y a une fusée qui passe dans l'autre sens, ils vont voir l'autre avant un. » Mais tout ça, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle des événements qui sont séparés par un intervalle du genre espace, et donc des événements tels que
quelle que soit la fusée qui passe, il est impossible de les connecter par un signal allant moins vite que la vitesse de la lumière. Donc, si on voulait être précis, il faudrait dire que ce que ces expériences prouvent, c'est que les détections sont séparées par un intervalle du genre espace. Mais reconnaissez que c'est un peu compliqué, surtout quand on fait une conférence dans une salle comme celle-ci, et donc c'est quand même plus simple de dire que c'est instantané. Mais instantané, c'est dans le référentiel qui est là. Pour la fusée qui passe, c'est événement séparé par un intervalle du genre espace. Allez, lancez-vous. Voilà. Non, mais il doit y avoir des enregistrements. Vous allez fâcher la technique si vous ne parlez pas au micro. Déjà, un immense merci. Très inspirant. C'est une question grand public. Donc, parfait. Ouais, très bien. Je suis ravi, je suis venu pour ça. Eh bien, fantastique. Parce qu'il dit qu'il a déjà vu mon talk, mais il n'avait pas vu aussi grand public que ça. Voilà. Hein? Au début, j'ai fait un effort pour faire des choses que je ne fais pas quand c'est des physiciens normaux. Question par rapport à Bob et Alice. Oui. Donc, ils reçoivent chacun leur électron, enfin leur paire de... Non, pas d'électrons, de photons, c'est pas grave. Pardon. Pas tout à fait pareil. Et par contre, et vous nous dites après qu'ils s'appellent et ils vérifient quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vérifient exactement? Et puis, qu'est-ce qui fait que cet appel peut être public et que malgré tout, leur cryptage reste protégé? Je recommence, parce qu'évidemment, c'est plus subtil que ce que j'ai dit, parce que j'arrivais à la fin de la conférence et je ne voulais pas rentrer dans les détails. Donc, vous me donnez la possibilité de rentrer un peu plus dans les détails. Donc, voilà ce qui se passe. Alice a 2 directions et Bob a 2 directions. Donc, il y a des cas où ils ont la même direction, et puis il y a des cas où les directions sont des directions qui vont permettre de tester les inégalités de Bell. Et donc, quand Alice va annoncer à Bob les directions qu'elle a utilisées, Bob va lui dire, premier coup, on avait les mêmes directions, deuxième coup, on peut tester les inégalités de Bell. Quand ils avaient les mêmes directions, dont l'espion peut écouter, quand ils avaient les mêmes directions, ils ne révèlent rien. Alice dit « Ah !» ou Bob, je ne sais plus lequel des deux, enfin bref, ils disent « Là, on garde !» Mais personne ne sait si c'est plus 1 ou moins 1, donc plus 1 ou 0. Par contre, dans l'autre cas, dans le cas où les angles sont ceux des inégalités de Bell, ils peuvent s'annoncer publiquement ce qu'ils ont trouvé, parce que ça va leur permettre de calculer une quantité qui leur permettra de savoir qu'ils ont violé les inégalités de Bell. Et s'ils ont violé les inégalités de Bell, c'est que les 2 photons qui sont arrivés étaient bien intriqués. Et s'ils étaient bien intriqués, ça a bien marché. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils fassent ce test? Parce que Ève n'est pas idiot, je le mets au masculin, hein, parce que Ève n'est pas idiot du tout. Et il a peut-être une technologie formidable qui lui permet de recevoir le photon, faire une mesure de polarisation et renvoyer ce qu'il a trouvé. Mais s'il fait ça, il n'y aura pas violation des inégalités de Bell. Accrochez-vous bien, c'est là que c'est dur le raisonnement. Parce que, en renvoyant un photon qui a une polarisation bien déterminée, en quelque sorte, il a fabriqué une variable supplémentaire, il a fabriqué un lambda. Et à partir du moment où vous avez des lambdas, il n'y a plus de violation des inégalités de Bell. Donc le fait de tester de temps en temps des inégalités de Bell permet de se prémunir contre un espion qui serait tellement avancé en technologie qu'il serait capable de détecter et de renvoyer ce qu'il a trouvé. Parce que détecter et renvoyer ce qu'il a trouvé, ce n'est pas la même chose. Vous avez détruit l'état XX plus YY. Vous avez fait un état factorisé où le deuxième photon a une valeur bien déterminée. Donc, vous m'avez donné l'occasion de rentrer dans ce détail. J'espère que vous avez réussi à suivre parce que c'est un peu dur la fin quand même. Mais c'est ça la vraie méthode. Merci. Envoyez le micro là-haut. Levez la main haut, parce que si vous voulez avoir le micro, il faut que vous signaliez. Allez, ils vont faire passer le micro, là. Regardez, ils sont gentils, ils vont vous le faire passer. Parfois, il y en a un qui... Oh. Merci. Ça suffit. Ça suffit. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Parlez près du micro, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour cette belle conférence. J'ai une autre question grand public. Très bien. Comme vous avez décrit, la physique quantique est bizarre.
Mais un des aspects que je trouve le plus inacceptable, c'est l'énigme quantique. Le quoi? Énigme quantique, quand nos observations définissent l'état de dualité de particules. Est-ce que vous avez un lien entre votre conclusion et cet aspect pour le rendre un peu plus acceptable? Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez dire. Donc, j'ai lu un livre qui s'appelle Énigme quantique, Quantum Enigma, bon, qui décrit que le fait d'observer pendant l'expérience de Young, de Frank de Young, le fait d'observer influence le résultat de l'expérience, qui change entre... Oui, eh bien c'est ce que j'ai décrit à la fin avec la non-localité, le fait qu'au moment où je fais la mesure ici, je trouve le résultat plus 1, et ça me met instantanément l'autre photon de l'autre côté dans l'état X. Et si je trouve le résultat moins 1, ça me met celui qui est de l'autre côté dans l'état Y. Donc c'est une version plus raffinée de ce que vous décrivez. Mais même quand vous prenez les fentes de Young, vous trouvez le photon ici. Instantanément, ça met à 0 la probabilité de le trouver ailleurs. Donc il y a une forme de non-localité aussi dans les expériences à une seule particule, mais elles sont moins violentes. Et surtout, si vous n'aimez pas du tout ça, il existe un modèle qui s'appelle la théorie de Bohm, dans lequel vous avez des particules qui sont guidées par des ondes, et finalement, vous pouvez être satisfait de ça. Mais il faut savoir que la théorie de Bohm, dès que vous essayez de l'appliquer à 2 particules, on voit très bien qu'elle est non locale. Donc on retombe sur le fait que si vous insistez pour avoir une image qui soit à peu près compatible avec la façon dont on imagine les choses dans le monde réel, pratiquement on ne peut pas éviter la non-localité. Alors moi, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que moi, j'accepte la non-localité parce que ça me permet de garder une image de la réalité physique qui correspond à peu près à celle d'Einstein. Et moi, je suis un Einsteinien convaincu. Je veux dire, je suis convaincu par le discours d'Einstein. Et donc, si je dois abandonner quelque chose chez Einstein, c'est la localité. Mais c'est un point de vue personnel. C'est expliqué dans le livre que vous pourrez peut-être acheter en sortant. Merci. Oui, bonjour, merci. J'avais juste une question par rapport au raisonnement par l'absurde d'Einstein. Quand vous dites, après son raisonnement, il conclut que ça peut être soit le holisme, soit la non-localité. Du coup, on ne sait pas lequel des deux c'est, et ça peut que être ces deux-là. Alors, en fait, si vous réfléchissez bien, c'est pas très différent. C'est plutôt 2 façons différentes d'exprimer quelque chose qui est à peu près pareil. Parce que dire que vous pouvez influencer directement la réalité physique de l'un quand vous touchez quelque chose à l'autre, ça revient à dire que les 2 réalités physiques ne sont pas séparées. Mais c'est quand même intéressant. Après tout, Einstein a pris la peine d'écrire 2 phrases différentes. Or, il se trouve que ces 2 façons d'écrire les choses nous conduisent à 2 types de technologies quantiques différentes. L'une, c'est l'ordinateur quantique, et l'autre, c'est les communications quantiques. Donc, c'est commode de se référer à ça. Mais je comprends votre malaise, parce qu'en réalité, c'est pas si clair que ça, la distinction entre les 2 affirmations d'Einstein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais on est à peu près d'accord là-dessus. Non, vous voyez, seulement il a pris la peine de le dire, alors pourquoi ne pas le citer? Il y a la demoiselle qui est là, qui a levé la main. J'ai l'œil. Alors moi, j'ai plus une question sur la non-localité, ce que ça veut dire exactement. Ah. Est-ce que ça a un rapport avec le message qui peut être transmis de Alice à Bob ou Non, non. Le message qui va être transmis ensuite, plus tard, ça va être parfaitement classique. La méthode de Shannon, elle est complètement classique. Au départ, ils avaient pu partir chacun avec des papiers où il y avait la même série de 1 et de 0. Et là, c'est une méthode classique. Alice code avec les 1 et les 0 et Bob décode avec 1 et 0. Je peux même vous expliquer comment ça marche. Au départ, le message, vous le codez en binaire. Il y a des 1 et des 0.
Et puis vous rajoutez des 1 et des 0. Et vous savez que dans l'addition booléenne, 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, mais 1 plus 1, ça fait 0. Donc imaginez que Alice a rajouté un 1. Comme Bob va rajouter le même 1, on revient au 0 initial. Donc l'idée est extrêmement simple. Le point subtil, c'est qu'il ne faut pas que le message soit plus long que la clé de codage. Mais une fois qu'ils ont la clé de codage, la méthode est classique. D'accord ? Je reconnais tout ça un peu embrouillant, mais il faudrait 3 heures pour prendre toutes les précautions. Donc merci pour la question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'aurais une question par rapport aux paires de photons corrélés que vous utilisez dans vos expériences et qui, en fait, transitent dans énormément d'appareils optiques. Et en fait, ils interagissent énormément avec la matière. Et comment ça se fait que, justement, cette interaction, ces multiples interactions ne brisent pas, justement, l'état de corrélation des paires de photons ? Eh bien, c'est le miracle de l'optique. Quand vous avez des composants optiques qui sont suffisamment de bonne qualité, par exemple si le verre que vous utilisez est parfaitement homogène, se propager dans le verre ou se propager dans le vide, c'est la même chose. Alors vous allez me dire, dans mon laboratoire, ça ne se propage pas dans le vide, ça se propage dans l'air. C'est vrai, et s'il y a des turbulences dans l'air, c'est pas bon. Ça va me perturber les faisceaux. Vous avez tous vu un jour d'été où le soleil tape beaucoup, il y a des fluctuations. Alors, on n'a pas de soleil dans le labo, mais il y a quand même des possibilités de courant d'air. Qu'est-ce qu'on fait? On a tout bêtement mis des tubes en plastique. On le voyait sur une photo d'ailleurs. On a mis des tubes en plastique qui empêchent les turbulences de l'air. Et voilà, le miracle de l'optique, il est que les photons sont très peu sensibles aux perturbations. Ils ne sont pas sensibles au champ magnétique. Ils ne sont pas sensibles à la gravité. Alors vous allez me dire, les photons tombent. Oui, mais ils tombent sur des distances phénoménales. Donc, à l'échelle d'un laboratoire, ils sont sensibles ni à la gravité, ni au champ magnétique parasite, ni à tous les parasites auxquels vous pouvez penser. Et les seuls défauts que vous pouvez avoir, c'est parce que vous avez pris des matériaux qui ne sont pas suffisamment bons. Si les matériaux sont bons, on démontre, parce que je reviens sur une affirmation qu'il faut prendre au sérieux. Je suis prof d'optique quantique. Quand vous vous intéressez aux propriétés d'un photon, il ne faut pas oublier que le photon, c'est la quantification d'un objet classique qui est une onde électromagnétique classique. Et cette propagation de l'onde électromagnétique classique, on sait parfaitement la traiter avec les équations de Maxwell. Et si vous avez des milieux homogènes, non absorbants, ce qui est le cas des verres, de la silice fondue, etc., si vous vous adressez à un fournisseur qui vous fournit des matériaux de qualité suffisante, eh bien, vous savez que l'onde se propage là-dedans sans la moindre perturbation. Une fois que vous avez compris que l'onde électromagnétique classique se propage sans perturbation, le photon qui, en quelque sorte, résulte de la quantification de cette onde, il ne sera pas davantage perturbé. Le photon, il a classiquement, je peux imaginer un paquet d'ondes qui a une certaine longueur et qui a une certaine polarisation. Eh bien, le photon, il adopte les mêmes caractéristiques. Il a une longueur et il a la même polarisation. Ce qui va être différent par rapport à une onde classique, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est que l'onde classique, s'il y a 1 million de photons dans l'impulsion, eh bien vous allez pouvoir passer dans un polariseur et savoir qu'il y a 30% de la lumière qui sort en haut, 70% qui sort en bas. Ça vous dira que l'angle est comme ça, alors qu'avec le photon unique, si ça sort ici, vous ne pourrez rien dire. Il faut répéter l'expérience un certain nombre de fois pour dire tantôt ça sort en haut, tantôt ça sort en bas, etc. Mais l'onde de base, c'est la même. Et donc, tout ce que vous voulez savoir sur les défauts et les choses comme ça, vous le calculez avec l'onde de base. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon expérience. Je peux vous dire que, par exemple, j'ai une enceinte à vide. J'ai des hublots. Les hublots sont déformés par la pression atmosphérique. Le fait de les déformer par la pression atmosphérique, ça entraîne ce qu'on appelle une biréfringence. Eh bien, cette biréfringence, je l'ai calculée, et mes hublots étaient assez épais pour que cette biréfringence soit négligeable. Et je ne l'ai pas calculée avec des photons, j'ai calculé avec des ondes classiques. Et il dit oui, parce que lui, il fait ça tout le temps. Mais non, et lui, il n'a pas de photons, il a des lasers, et il calcule ça tout le temps. Mais je fais les mêmes calculs que lui.
Merci. Votre conférence était vraiment magique, ça devrait vous réjouir parce que vous savez mieux que moi que le quantique est revenu très fort à la mode, mais que généralement on en parle à coups de slogan, même dans des milieux très érudits. Et c'est la première fois que je comprends vraiment la différence entre la première et la seconde révolution quantique. Donc merci d'avoir résisté à la rhétorique de la mode pour rester vraiment dans l'esprit scientifique. J'ai deux questions très enfantines. Vous avez dit que la mécanique quantique était nécessaire pour expliquer la stabilité de la matière. Mais je peux poser une question très enfantine qui va réjouir les physiciens de la gravitation ici. La Lune ne tombe pas sur la Terre et on n'a pas besoin d'explication quantique. Et puis j'ai une seconde question, c'est qu'il y a un très beau chapitre de la physique qui est tombé un peu dans l'oubli, même si on en a besoin tous les jours, c'est la thermodynamique, qui est aussi un chapitre probabiliste de la physique. Est-ce que c'est probabiliste dans le même sens ou est-ce que, j'aimerais bien votre commentaire sur le parallèle entre la thermodynamique et le quantique en matière... J'ai deux questions intéressantes. La première est facile et la deuxième, je sais y répondre, mais il va falloir s'accrocher un peu plus. Vous dites la Lune ne tombe pas sur la Terre, mais je vous fais remarquer que les satellites tombent sur la Terre, parce qu'il y a un frottement sur les couches de l'atmosphère et on finit par tomber. Or, classiquement, un électron qui tourne autour d'un centre, il est accéléré, et classiquement, il émet un peu d'énergie. C'est comme de frotter sur les couches de l'atmosphère. Donc, classiquement, l'électron qui tourne autour du noyau, il doit tomber sur le noyau. Si vous n'avez pas la physique quantique, l'électron tombe sur le noyau. Et ils ont très vite su ça, les physiciens. Et c'est pour ça que Bohr a été obligé d'arriver avec une hypothèse ad hoc, 1913, en disant « j'admets qu'il y a des orbites stables, et sur ces orbites stables, l'électron ne tombe pas. Débrouillez-vous avec ça. » Et il a fallu attendre De Broglie, vous lisez De Broglie, son article de 1923, ou sa thèse, enfin bref, De Broglie dit « j'arrive à expliquer les conditions de Bohr en admettant qu'il y a une longueur d'onde. » Donc ça se passe comme ça. Donc là, il n'y a pas photo, je réponds à votre question. La deuxième question, c'est il y a des probabilités en thermodynamique classique, ou en physique statistique classique. Mais précisément, je crois que c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, que pour Einstein, probablement, la situation était celle-là. C'est-à-dire que la physique quantique représentait une sorte de physique statistique d'un niveau sous-jacent. Eh bien, ce que prouvent les résultats de ces expériences, c'est que c'est certainement pas une idée aussi simple que ça qui marche. Voilà. C'était très tentant, hein. Il n'y a pas de doute. De toute façon, Einstein, quand même... on aurait été étonné qu'il émette des idées. Alors, je voudrais dire aussi quelque chose. Peut-être certains d'entre vous ont entendu dire « Ah oui, mais Bohr a répondu de façon convaincante à Einstein ». Alors, il ne faut pas mélanger les deux révolutions quantiques. En 1927, il y a un congrès... C'est expliqué dans mon livre. Hein. Je ne fais pas de pub, hein. Je dis... Non. 1927, il y a un congrès Solvay. Et là, la discussion porte sur une particule unique. Et dans cette particule unique, Einstein arrive avec des expériences de pensée où il dit à Bohr, tu vois bien qu'on peut mesurer la vitesse et la position mieux que ce qui est prévu par ta théorie. Ça prouve bien qu'il faut compléter ta théorie. Et à chaque fois, Bohr lui dit, tu t'es trompé. Tu as oublié que la fente avec laquelle tu fais ta mesure, c'est aussi un objet quantique, etc. Et là, il n'y a pas photo. Bohr bat Einstein à plate couture. Il n'y a pas photo. Mais en 1935, Einstein ne parle plus d'une particule unique. Il parle de deux particules intriquées. Et là, mon point de vue, mais qui est celui qui est partagé par beaucoup de gens, c'est que la réponse de Bohr à Einstein n'est pas du tout de même nature que celle de 1927. En 1927, il fait une démonstration impeccable. Vous êtes physicien, vous suivez, vous dites oui, Bohr a raison. 1935, c'est de la philosophie, c'est de l'épistémologie. C'est Einstein, tu n'as pas le droit de définir la réalité physique des objets comme tu le fais. Et donc, c'est pour ça que pendant longtemps, les physiciens ignorent le débat de 1935, parce que dans leur tête, Bohr a répondu à Einstein,
Mais il a répondu à Einstein en 1927. En 1935, si vous donnez la peine de lire les articles, grosso modo, ce n'est pas une boutade ni une critique, ce que je vais dire. Grosso modo, vous êtes convaincu par la réponse de Bohr si vous adoptez la philosophie de Bohr. Il est cohérent, Bohr. Non. Mais si vous n'êtes pas convaincu par l'idée de la réalité physique conceptuelle, si vous insistez pour avoir une réalité physique indépendante de l'appareil de mesure, ben vous n'êtes pas convaincu par Bohr. Je vois que Nicolas approuve. Je ne suis pas étonné parce qu'on a beaucoup lu les mêmes articles tous les deux. On est arrivé à la même conclusion. Oui, excusez-moi. Bonsoir. Vous aviez parlé de métrologie quantique, notamment des tests sur la gravitation. Oui. Est-ce que cela pourrait être utilisé un jour pour tester des modèles de matière noire ou des théories sur la gravitation quantique? Sûrement. La question de la matière noire, c'est d'avoir des détecteurs les plus sensibles possibles. Et dans la mesure où les méthodes quantiques permettent normalement d'améliorer la sensibilité, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'utiliser. Ce serait suffisamment avancé pour... Mais personne ne sait comment il faut faire pour détecter la matière noire, donc on construit les détecteurs les plus sensibles possibles et on se dit, ah ben si on a de la chance, on va avoir quelque chose. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, il faut quand même comprendre que cette question de la matière noire, c'est un problème scientifique bien posé, dont on a un exemple au XIXe siècle. Même on a deux exemples au XIXe siècle. Ce que je veux dire par un modèle bien posé, c'est que la situation est la suivante. Vous essayez de décrire le mouvement des galaxies avec la gravitation de Newton, et ça ne marche pas. Bon, au XIXe siècle, vous aviez, quand on essayait de décrire la trajectoire de Uranus, oui c'est ça, de Uranus, ça ne marchait pas, il y avait un petit problème. Et il y a quelqu'un qui dit, eh bien une solution, c'est qu'il y ait une planète qu'on n'a encore jamais observée, dont la trajectoire serait ceci, et si la trajectoire était comme ça me permettrait d'expliquer l'anomalie. Prennent leur télescope, je crois que c'est Herschel, ou je ne sais plus qui, prennent leur télescope, boum, la planète est là. C'est ce qu'on espère pour la matière noire. On espère que les anomalies qu'on observe vont pouvoir être expliquées par de la matière noire qui remplirait l'espace, etc. Le problème, c'est que cette matière qui remplirait cet espace, il doit y en avoir plein, et on n'arrive pas à la détecter. Bon. Deuxième possibilité au XIXe siècle. Il y a une autre anomalie, c'est le mouvement de Mercure. Mercure est tout près du Soleil, mais Mercure, il y a une petite anomalie dans la trajectoire, c'est-à-dire que vous appliquez les lois de Newton, et puis ça marche presque, mais pas tout à fait. Et là, pour comprendre l'anomalie, il faut modifier la loi de Newton, il faut introduire la relativité générale d'Einstein, et si vous introduisez la relativité générale d'Einstein, ça y est, vous avez tout compris sur le mouvement de Mercure. Et ça, c'est les deuxièmes efforts qui sont faits actuellement. Les gens disent, peut-être qu'il faut modifier les lois de Newton à l'échelle des galaxies. Et personne n'a réussi à trouver une modification convaincante. Donc, on est face quand même à un problème qui scientifiquement est bien posé, et on a des exemples où ça a marché. C'est frustrant parce que tout ce qu'on essaie, ça ne marche pas. Voilà. Il ne faut pas confondre avec la question de l'énergie noire. Hein. Je parle de la matière noire. Mais construire des détecteurs les plus sensibles possibles en espérant qu'à un moment donné, on va observer quelque chose, ce n'est pas débile du tout. Surtout qu'on a quelques modèles quand même de quelles pourraient être les particules qui joueraient un rôle, etc. Je sors de mon domaine, mais j'écoute les gens, les experts, ils ont quand même quelques idées. Donc ils ne construisent pas au hasard leurs détecteurs quand même. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question parce que dans mes études, on a joué un peu avec des polariseurs, on a fait une expérience un petit peu similaire. Je vous félicite, c'est très amusant de jouer avec des polariseurs. Et on nous avait parlé, donc c'est peut-être le côté plus philosophique, mais de l'interprétation de la flèche du temps, que ça pourrait être temporel. Donc, je ne sais pas un mot là-dessus, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à mentionner? Ce n'est pas plus spécifique pour les polariseurs que pour autre chose. C'est un peu lié à la réduction, au théorème de projection. Vous avez de la lumière non polariseur, par exemple mon fameux photon, enfin mon fameux état XX plus Y, je pense que c'est à quelque chose de cet ordre-là que vous faites référence. Mon fameux truc est XX plus YY.
tac, il arrive dans le polariseur, puis quand il sort, il est devenu X. Alors, il y a des gens qui se sont posé la question, je crois qu'il y a eu quelques expériences, à part un grec dont le nom m'échappe, qui essayaient de se poser la question, et combien de temps ça dure, le fait de passer du premier état au second? Ce n'était pas avec des photons intriqués, mais peu importe. Tu dois t'arriver avec un photon polarisé comme ça, puis tu mets le polariseur comme ça, et combien de temps ça met pour passer de là à là? Bon, je crois que c'est intéressant. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit convaincu, mais je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'ils peuvent apprendre quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens se disaient, si la durée de l'opération n'est pas plus courte que temps, je dois pouvoir m'en rendre compte. Ben, l'expérience qu'ils ont faite montre qu'elle a donné un résultat négatif. Bon, donc c'est apparemment instantané à l'échelle de résolution temporelle qu'ils ont utilisée. Tu veux ajouter quelque chose sur ça, non, c'était juste pour Nicolas? dire... Non, je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est une question pas inintéressante, et voilà. Bonsoir. Ma question porte sur la source utilisée pour émettre les particules intriquées. Et je me demandais comment ça fonctionnait et s'il y a un lien à faire entre les particules pour qu'elles deviennent intriquées. C'est la nature qui le fait gentiment pour nous. Alors, je crois que j'avais là un schéma de la source. Où est-ce que c'était? Ah, là. Vous voyez ici, vous savez ce que c'est des niveaux atomiques? Un atome, ça a des niveaux d'énergie. Bon, les fameux électrons qui tournent, mais là, il y en a deux, bon, peu importe. Donc, vous avez un premier niveau d'énergie, un deuxième niveau d'énergie, un troisième niveau d'énergie. Il se trouve, pour des raisons compliquées, il faut quand même faire un peu de physique atomique sérieuse, que si je place l'atome dans ce niveau-là, il va se désexciter en émettant un premier photon, vert, et un deuxième photon, bleu-violet, à 420 nanomètres. Et ces deux photons vont être intriqués. Pourquoi? Ce n'est pas dessiné ici, je crois que j'ai un autre transparent ailleurs, mais vous allez m'écouter. En fait, ce niveau-là, il n'est pas unique. Il est dédoublé. Et donc, vous avez deux façons de vous désexciter. Et pour simplifier un peu les choses, il y a une façon qui va vous donner la polarisation XX et une autre façon qui va vous donner la polarisation YY. Or, il y a un principe fondamental de la physique quantique, qui est que quand deux chemins sont possibles, si on n'a pas de moyen de les distinguer, alors on doit prendre en compte la somme de ce qu'on appelle les amplitudes des deux chemins. Et c'est pour ça qu'on dit que l'état, qui est la somme d'un chemin XX plus un chemin YY, il est XX plus YY. Voilà pourquoi on dit ça. Donc une fois qu'on sait ça, on se dit, il faut exciter l'état du haut. Et ça, Clauser l'avait trouvé en 1972. Seulement, là, vous partez d'un atome tranquillement en repos, vous voulez exciter là-haut. Vous vous dites, je vais y faire absorber un photon. Ça ne marche pas pour des raisons compliquées qui s'appellent règles de sélection, etc. Donc, Clauser, il tapait dans le tas, l'atome montait en haut, et puis, de temps en temps, il passait par ici. Le plus souvent, il passait par ailleurs, mais ce qui était embêtant, c'est qu'en redescendant, il arrivait ici. Donc, il avait des tas de phénomènes parasites dans sa source, et c'est extraordinaire qu'il ait réussi quand même à faire les mesures qu'il a faites. Moi, je suis arrivé en 1974. Depuis 2 ans, il y avait des gens qui avaient démontré qu'on pouvait passer de 2 états de même parité, donc 2 états dans lesquels je ne peux pas passer avec un seul photon, eh bien, on peut passer avec 2 photons. Et donc, j'ai empilé un premier photon et un deuxième photon qui m'a permis d'arriver sur ce niveau-là. Et là, l'atome, il n'a pas le choix. Tout ce qu'il peut faire, c'est se désexciter par les 2 chemins que je vous ai indiqués ici. Donc la nature fait le travail pour nous. Et dans les sources modernes, je vais quand même essayer de... Dans les sources modernes, c'est la même chose. Je crois que j'ai des transparents quelque part. Où sont-ils? Oups. Je l'ai quelque part parce que j'ai la question de temps en temps. Et donc, j'ai ça quelque part, si j'arrive à le trouver. Tiens, voilà, je crois que c'est là. Voilà. Tac, tac, voilà. Alors, dans les sources modernes, on a un cristal non linéaire et vous avez un photon d'énergie donnée, donc H
H bar oméga 3, qui se coupe en 2 photons. Là, il se coupe carrément en 2 dans le cristal qui est ici. Et donc, ici, vous avez 2 photons qui découlent de celui-là. Mais à cause de propriétés particulières de ce cristal, et à condition que vous l'orientiez comme il faut, etc., c'est de la technique, mais de la très belle technique. Eh bien, il se trouve que les 2 photons qui vont être émis, si vous vous y prenez bien, dans certains cas, eh bien, les polarisations du photon qui est ici et du photon qui est là vont être intriquées. Mais croyez-moi, c'est pas facile, parce qu'entre les premières idées qui ont été les premières expériences de 1986 et le moment où ils ont eu une source de paires de photons intriqués basée sur ça, qui donnait vraiment 2 photons intriqués en polarisation, il y a pratiquement eu 10 ans. Les premières sources où c'était vraiment, où ils n'étaient pas obligés d'utiliser des miroirs et des lampes semi-réfléchissantes, je pense que c'est vers 95, un petit peu avant. Combien? 92, quelque chose comme ça. Mais il a fallu beaucoup de temps. Alors, vous voyez, ça dit autre chose. Ça dit que la science, il faut qu'il y ait maturation des idées pour que ça avance. Et que, autant en ingénierie, parfois, vous mettez beaucoup d'argent et ça avance, mais ce n'est pas toujours garanti. Il ne suffit pas forcément de dire « Allez, je vous mets autant d'argent que vous voulez et ça va avancer ». Il faut qu'il y ait maturation des idées. Et ici, les sources extraordinaires dont on dispose aujourd'hui, eh bien, il a fallu que des dizaines de chercheurs très compétents tournent autour du pot pour finalement arriver à trouver la bonne solution. Voilà. Donc votre question m'a permis de faire cette remarque en passant. Voilà. N'est-ce pas, Jean-Pierre, qu'il faut du temps pour que les idées maturent? Petite question. Vous parliez de téléportation d'état quantique. Oui. Ici. Est-ce qu'une des possibilités d'application, ça serait de pouvoir faire des communications instantanées derrière ou... Non. Communication instantanée, on peut démontrer que, encore une fois, ça s'appelle le no signaling, on peut démontrer de façon irréfutable qu'on ne peut pas utiliser la non-localité quantique pour transférer une information utilisable plus vite que la lumière. De façon peut-être étonnante, en tout cas intéressante, la démonstration repose sur le caractère fondamentalement aléatoire de la mesure quantique. Ce que je veux dire, c'est que quand le photon arrive à Alice, c'est plus 1 ou moins 1, et c'est totalement aléatoire. Si Alice pouvait donner un coup de pouce et dire « le prochain, je veux que ce soit plus 1 », et puis j'admets que ça va se moyenner après dans les suivants, alors on pourrait transmettre une information plus vite que la lumière. Mais dans la mesure où le résultat quantique est totalement aléatoire entre les 2 possibilités qui sont offertes, on peut démontrer qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est extraordinaire la téléportation quantique? C'est extraordinaire parce que, imaginez, vous avez un photon qui a un état, ou un objet, qui a un état quantique donné, psi. Ce psi, il n'existe aucun moyen de le mesurer dans sa totalité. Tout ce que vous pouvez faire, c'est mesurer, entre guillemets, une partie du psi, la projection du psi dans un certain sous-espace, etc. D'accord? Donc vous voyez que dès que vous allez essayer de connaître une information, vous allez quand même détruire quelque chose. Parce que dans psi, il y a plus que ce que vous aurez une fois que vous aurez fait votre mesure. Et donc si maintenant, je vous dis qu'il est possible de prendre ce psi et de le coller là-bas, vous voyez que vous avez réussi à transférer l'information sans en perdre en route. Et ça, c'est absolument étonnant. Alors, il faut rajouter, il y a un théorème au passage qui s'appelle le no-cloning théorème, c'est-à-dire vous ne pouvez pas cloner, vous ne pouvez pas prendre votre état initial, en faire 2 identiques, envoyer l'un là-bas et garder l'autre ici. Si vous envoyez là-bas, vous effacez ce qui est ici. C'est du copier, c'est du couper-coller. Ce n'est pas du copier-coller, c'est du couper-coller. Mais ça marche. Ça marche. Presque. Alors, comme je vous avais prévenu, il y avait beaucoup de questions et je suis sûr que vous en avez encore beaucoup.
Malheureusement, l'heure tourne, mais par contre, Alain va rester avec nous, en particulier dans le stand à côté où il dédicacera son livre. C'est quand même une occasion exceptionnelle d'avoir un livre dédicacé par Alain. Et puis la réponse à vos questions, elle est peut-être dans le livre. Peut-être. Mais en tout cas, on veut remercier encore une fois Alain pour cette magnifique conférence et puis pour sa présence ici. Et puis, on se retrouve à l'extérieur pour la séance de dédicace.